Secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, l'an 31 du RDPC donne lieu, comme tous les ans, à un bilan et à des projections dans un contexte très particulier cette année. Des supplications montent sans cesse vers le créateur de ce parti pour lui demander d'être candidat à la certaine mais lointaine présidentielle. Nous en parlons donc ce dimanche dans cette autre édition de Canal Presse, dont voici le sommaire avec Ghislain Pierre-Essonneau. On Eucharistie au RDPC 31 ans après commence par l'actualité. Son actualité interne marquée par le renouvellement des organes de base par endroits explosifs. Le problème, c'est qu'il y a problème, tant les opérations de renouvellement en elles-mêmes sont une bonne chose. Ce qui choque étant l'invasion du parti parfois par des gens qui entrent par le toit. Ceux-là, ils sont forts, ils ont de l'argent et ils ont le pouvoir. Ils viennent ou sont souvent venus pour légitimer leur force, aidés en cela par la préfectorale, du moins pour certains cas. Question dans ce cas, le parti a-t-il fini de gérer les frustrations de certains militants? Réponse que non, car les appels à candidature ressemblent à s'y méprendre à une diversion pour faire diversion. Car ici, seul Paul Biya fédère. Faisons d'abord donc le point sur cette actualité. Mon baptême pour le RDPC est que, 31 ans après, il faut l'appréhender sur la forme et dans le fond. Sur la forme, l'idéologie et les idées fortes du parti de Paul Biya font constater une taille plus grande du parti. Expansion populaire ne se justifie pas assez par la force des idées, mais par des adhésions intéressées. Chez nous, il ne fait pas bon vivre d'être haut fonctionnaire sans être militant du RDPC, opérateur économique sans carte du parti, la contribution financière au bout. Au fond, on y adhère aussi par zéro conviction. Voyez-vous, pour le libéralisme communautaire, qui est la vision politique du président Paul Biya, eh bien, cet ouvrage s'est souvent vu vidé de son contenu. La preuve, des résolutions souvent prises non exécutées lors des congrès du parti ont donné lieu à des schismes tels que progressistes et modernistes qui ont malheureusement quitté la baraque, déçus en cela par le peu d'intérêt accordé aux dites résolutions malgré tout. Ma confirmation pour le RDPC donne à voir plusieurs cas de figure et le premier d'entre eux est que le parti va demeurer tant qu'il est au pouvoir. Ce n'est pas la seule issue, mais croyons un seul instant que le jour où un autre parti arrivera au pouvoir au Cameroun, tous iront dedans dans l'équipe qui gagne. Invité à dimanche midi, Robelin disait de l'Union des populations du Cameroun qu'il était un parti qui avait un problème d'éclatement et qu'à contrario, le RDPC avait un problème d'existence. Pour lui, si Paul Biya quitte les choses, le RDPC disparaîtrait sauf à perpétuer le système en cédant place à une créature du créateur. Autre chose, si le RDPC n'est pas parti-État, il apparaît comme une organisation où beaucoup se cachent. Par exemple, les imperviables, dont certains déjà aux arrêts, sont une barrière on ne peut plus importante pour la survie du parti. Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Sud FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici une émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Le sommaire de Ghislain Pierre-Essonneau est à dimanche prochain. Invité au débat ce dimanche, Grégoire Ona, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes secrétaire général adjoint du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la première fois sur ce plateau. Merci de nous avoir invités. Je crois que c'est probablement la deuxième fois qu'on m'invite sur ce plateau. Alors, et vous répondrez à la question d'entrée en votre qualité de ministre du Travail et de la Sécurité sociale. On ne peut pas éluder cela. À ce titre, il y a quelques jours, certains journaux ont fait état de ce que les salaires des travailleurs camerounais ont encore baissé au Cameroun dès l'application du décret du président de la République parce que selon les textes de cotisation passaient de 7 à 8,4%. Qu'est-ce qui change concrètement avec cette mesure? Je devrais, en plus de vous remercier, apprécier la violence avec laquelle Ghislain Pierre-Essonneau nous accueille dans son sommaire. Je ne m'attendais pas à être accueilli par un traitement aussi violent du RDPC. Vous aurez l'occasion de répondre tout à l'heure. Merci beaucoup. Pour répondre à votre question, je dois dire que les travailleurs, pendant des années, à travers les syndicats, à travers les associations, ont souhaité qu'il y ait une révision de la retraite.
qui était plafonné à une base de calcul de 300 000 francs CFA, ce qui faisait que, quels que soient les revenus qu'on avait, les cotisations étaient calculées sur cette base. Alors, les calculs montrent que, tout en augmentant la base de calcul, il fallait augmenter les cotisations. Et après avoir consulté les travailleurs eux-mêmes pendant plusieurs années, les travailleurs ont consenti de cotiser plus pour avoir des meilleures retraites. Donc, c'est un peu normal que si vous cotisez 2% de plus ou 1% de plus, que vous puissiez voir votre salaire diminuer de 1 ou 2%, tout simplement. Donc les retraites se préparent mieux, mais les salaires baissent. Les retraites se préparent mieux, les salaires ne baissent pas, parce que quand vous affirmez les salaires baissent, quand vous cotisez, c'est votre salaire que vous mettez, que vous gardez quelque part. Ce n'est pas une baisse de salaire. Je vous en prie. Merci à vous. Merci une fois de plus. Professeur Thomas Atenga, bonjour. Bonjour, Madame Limilon. Vous êtes politologue, chef du département de communication à l'université de Douala. Vous avez été journaliste, vous avez exercé au Cameroun dans les années 90, notamment au quotidien Le Messager. Alors l'Europe est frappée par 2 attentats terroristes cette semaine en son plein cœur, à sa capitale Bruxelles. Moment tragique et aussi moment noir. Ça nous rappelle aussi la Côte d'Ivoire il y a quelques jours et le Sénégal qui est en état d'alerte, et bien sûr le Cameroun où les combats se poursuivent sur la ligne de front contre les membres du groupe Boko Haram. Quels enseignements est-ce qu'on tire? Est-ce que ça veut dire que même les superpuissances ne sont pas à l'abri du terrorisme? Déjà, je voudrais vous remercier de m'avoir invité. Remercier Canal 2. Concernant la question du terrorisme, je pense que la globalisation n'a pas seulement entraîné la libre circulation des technologies et des capitaux, elle a aussi entraîné la libre circulation des idéologies, y compris les plus radicales. Et que les grandes nations, les organismes dédiés, ont fermé les yeux sur 2 industries, principalement celle de l'armement, qui menacent l'équilibre du monde. Je pense que le terroriste qui pose la bombe n'est que le dernier maillon de quelque chose qui se fait qui tarde de très loin. Je pense que tant que les grandes nations qui fabriquent les armes ne regardent pas cette question de près, on va au-devant de grands cataclysmes qui ne mettent personne à l'abri. Donc je pense que provisoirement, ce que je peux dire pour répondre à votre question. Merci à vous d'être venu. Xavier Messé, bonjour. Bonjour, Carole. Directeur de publication du quotidien Mutation. Alors, avec vous, on va aborder cette question apportée à la une de l'Œil du Sahel lundi dernier, lundi 21 mars, l'interpellation d'Abdallah, négociateur, dit-on, qui a contribué à la libération de plusieurs otages côté Cameroun, dont la famille Moulin-Follier et l'épouse du vice-premier ministre Amadou Ali, pour ne citer que cela. Le journal le présente comme une pièce maîtresse officieuse des pourparlers et paiements des rançons, et d'autres interpellations sont annoncées dans le cadre du même dossier. Alors vous direz qu'on est en plein dans ce que le président de l'Assemblée nationale, Kava Yégué Djibril, a appelé le Boko Haram camerounais qui vit parmi nous. Mais vous savez, le président de l'Assemblée nationale a dit ça plusieurs fois. Je suis parmi les journalistes qui s'étaient toujours étonnés de savoir quand une haute personnalité fait une déclaration aussi tonitruante à un moment aussi difficile, comment ça se faisait que les pouvoirs publics restaient de marbre sans réaction. Et j'ai fini par comprendre que les services de renseignement, les pouvoirs publics n'ont pas la même réaction que nous autres, comme je pourrais dire l'homme de la rue. Vous savez, lorsqu'un sujet aussi délicat avec des personnes aussi importantes, même si c'est entre guillemets dans le mal, comme Abdallah Damou, parce qu'il faut le dire, c'est pas quelqu'un qui a toujours œuvré dans le bon sens, les services secrets prennent leur temps, les pouvoirs publics également, et il y a 2 manières d'appréhender ce genre de personnes. Où on estime qu'il faut l'abattre du coup, ou alors on estime qu'il faut le suivre dans ses traces, ses actions, jusqu'à arriver à un moment où il va falloir mettre la main sur lui. Vous vous rappelez les vieilles histoires que nous connaissons et qui peuvent nous servir de leçon aujourd'hui. On a connu Al Capone, et qui était pratiquement de connivence avec des gens comme le fondateur du FBI. On se demandait en fait, est-ce que c'est pas un gangster, les Dallinger qu'on a connu.
Et ces gens-là côtoyaient les hommes politiques, ils côtoyaient les services de renseignement jusqu'au moment où on estime qu'on a tout obtenu d'eux et il faut les éliminer d'une manière ou d'une autre. Donc, si nous pensons que le rôle, la mission, les missions qu'on accorde à Abdallah sont importantes, parce que quand on voit un mouvement comme Boko Haram, on peut dire que c'est un anneau, c'est une chaîne à 4 anneaux. Vous avez en amont des concepteurs qui sont des idéologues. Vous avez le second anneau, le second segment, c'est des pourvoyeurs de fonds. Vous avez le troisième segment qui est celui des logisticiens, ceux qui fournissent les armes, et puis en aval, ce que nous voyons le plus, c'est-à-dire les exécutants qui tuent sur le terrain, ainsi de suite. Alors ces anneaux, ils doivent fonctionner ensemble. S'il y a une dislocation, ça veut dire qu'il y a une rupture et ça peut augurer la fin. Donc, nous pensons que si ce monsieur, le rôle qu'on lui accorde est vraiment celui-là, ça veut dire qu'il y a une dislocation et on peut aller vers une étape significative. Donc, je pense que ce que Kavaye a toujours dit, Boko Haram est parmi nous. Et si nous estimons que ce monsieur est camerounais, ça veut dire que Boko Haram a toujours été avec nous. Et nous connaissons les personnes qui ont été citées par notre confrère L'Œil du Sahel. Ce sont des gens qui sont soit au Parlement, soit des personnalités dans le système. Donc il faut revaloriser en ce moment-là les déclarations de M. Kavaye. Même si on sait qu'Abdallah Abdamou bénéficie encore de la présomption d'innocence. Merci beaucoup. Abdoulaye Ado, bonjour. Bonjour Carole, bonjour aux téléspectateurs également. Je vous accueille ici comme juriste, chroniqueur à l'Œil du Sahel, mais aussi membre du comité central de l'ANDP, c'est un partenaire du RDPC. Oui, je suis membre titulaire du comité central, mais par rapport aux chroniques à l'Œil du Sahel, c'est assez un peu arrêté. Bon, à tout moment, on peut relancer. Mais le foot a continué puisque vous êtes toujours membre de la Fédération camerounaise du football. Je suis rapporteur élu dernièrement, lundi dernier, à la commission d'homologation et de discipline de la Fédération camerounaise de football. Et vous avez regardé avec beaucoup d'intérêt la rencontre d'hier. Effectivement. Cameroun-Afrique du Sud, premier match sur le stade de Limbé, match nul. C'est un bon signe, alors c'est une prédiction d'une suite en demi-teinte? Bon, suite en demi-teinte, ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes encore leaders de notre groupe avec 7 points. Et il faut dire que c'était quand même un match difficile parce que l'Afrique du Sud avait 1 point. Et comme c'est les éliminatoires, il fallait s'attendre à avoir un match très difficile. Sinon, l'Afrique du Sud serait éliminée d'office s'il perdait le match d'hier. Également, on a un nouveau groupe avec quand même plusieurs blessés, donc plusieurs absences, ça il faut le reconnaître. Et le coach vient juste de prendre également l'équipe. Donc le temps qu'il maîtrise l'équipe pour qu'il puisse apporter les rectifications nécessaires. Donc il fallait quand même s'attendre à envisager un tel match. Mais beaucoup de Camerounais croyaient que l'Afrique du Sud allait être broyée. Non. Et puis il faut savoir que l'Afrique du Sud est dans une dynamique de reconstruction depuis 3 ans. Parce que c'est des jeunes qui sont montés. Ils n'avaient rien à voir avec les défaites. Ils peuvent perdre comme ils voulaient, mais l'essentiel, c'était de constituer un groupe compact pour des objectifs qu'ils se sont fixés. Merci à vous d'être venus et voici le tour complet de l'actualité de la semaine. C'est la revue de la presse d'Arlé Desbois en DB. Bonjour. Danse effectueuse pour qualifier la visite du président italien au Cameroun. 4 jours d'intenses moments entre Paul Biya et Sergio Mattarella qui se sont félicités de l'excellence des relations entre les deux pays avec cet engagement de diversifier la coopération dans plusieurs domaines. Un domaine qui a justement retenu l'attention des diapasons, c'est celui du transport urbain. L'hebdomadaire pratique de l'emploi, de l'économie et des finances rapporte qu'en marge de cette visite, le ministre de l'économie a reçu le brand président du groupe Iveco qui est venu proposer une solution pour remplacer la société de bus. Comme l'Italie, Paul Biya mise également sur une coopération renforcée avec le Qatar. Selon le quotidien de l'économie, ces 27 et 28 étaient prévus pour un séjour du président au Qatar, une visite essentiellement axée sur la recherche des financements pour des projets d'autoroutes, des routes et des logements sociaux.
Notre confrère parle également de la réouverture de l'aéroport international de Douala, finalement prévu le 1er avril, contrairement à ce qui a été annoncé. On reste dans le transport aérien pour parler avec Ecomatin de ce partenariat en gestation entre Cameco et Bombardier pour la vente de 2 avions. Rien à voir avec l'avion présidentiel pour lequel Marafa Amilouyaya et Michel Fotou ont reçu 25 ans de prison. Sollicité pour un pourvoi en cassation, la haute juridiction a renvoyé les 2 parties à une prochaine audience le 5 avril prochain, renseigne le quotidien de l'économie. Le cas Mamafouda évoqué par Repère. Le ministre de la Santé publique a perdu le sommeil avec ces drames à cœur ouvert dans les hôpitaux. Vol de bébés, mort suspecte, rupture des antirétroviraux, grève à répétition des personnels infirmiers et distribution à problème des moustiquaires imprégnés. Autant de dysfonctionnements qui ternissent l'image de ce département ministériel. 31e anniversaire du RDPC dans la sobriété et la dignité selon l'action. Le secrétaire général du comité central a appelé au resserrement des rangs en vue d'une célébration en communion avec nos forces de défense et de sécurité et par solidarité avec les victimes de Boko Haram. Sur la célébration de l'an 31 du RDPC, Mutation rapporte que le thème de cette année a évité la question des appels à candidature. Et pour cause, l'anticipation de la présidentielle divise le sérail, le débat fait rage entre les pour et les contre dans l'entourage présidentiel. Le Bénin nous parle, disait encore le même journal la veille. Patrice Talon succède à Thomas Boni Yahi qui s'est retiré au terme de 2 mandats conformément à la constitution du pays. La commission électorale indépendante a proclamé les résultats un jour après la tenue du scrutin. Le vainqueur de la présidentielle soutenu au second tour par 24 candidats réunis au sein de la coalition de la rupture. Pour le quotidien de l'économie, le livre de Paul Biya est à l'épreuve de la réalité 29 ans après. Grégoire Ona, quant à lui, pense que le libéralisme communautaire va nous conduire inexorablement à l'émergence 2037. Leur absence ont fait grand bruit au cours du match d'hier contre les Bafana Bafana. Ce d'autant plus que les raisons qui expliquent leur défection alimentent la controverse dans les milieux du football camerounais. Un football où le président de la FECAFOOT semble pris en otage par un système bien huilé. Selon Signature, les récentes nominations dans les commissions permanentes et ad hoc sont marquées par le retour en force de tous les faucons à la FECAFOOT. Sur le terrain, les résultats ne suivent pas pourtant, preuve à l'appui. Tous les clubs camerounais sont éliminés en Coupe africaine, selon le quotidien Le Jour. Le journal d'Aman, pour conclure, parle de l'assaut lancé par l'armée camerounaise contre les preneurs d'otages. 12 otages, justement libérés au terme de rudes combats entre les militaires et cette bande armée. À dimanche, si plaît à Dieu. À dimanche prochain, Harley Debout en DB. Alors, le RDPC a 31 ans, depuis le 24 mars dernier. Je commence par vous, Grégoire Ona. Est-ce qu'il y a des raisons de célébrer ces 31 ans dans ce contexte, précisément? Merci déjà de vous intéresser tant à nos affaires, celles du RDPC. Est-ce qu'il y a des raisons de fêter un anniversaire? Ça se fête toujours. Mais vous avez bien vu dans ce contexte, comme vous parlez du contexte, dans le contexte qui est le nôtre, marqué par cette lutte contre Boko Haram, le secrétaire général, le vice-premier ministre Nkwete, a bien instruit que cette célébration soit faite avec beaucoup de sobriété. C'est bien qu'un anniversaire, on s'arrête, on regarde qu'est-ce qui s'est passé et on se projette vers l'avenir. Donc, ça me paraît normal qu'on célèbre cet anniversaire parce que d'abord, nous sommes aux affaires, nous devons nous évaluer, nous devons corriger notre action pour faire mieux. Et pour répondre vraiment à votre question, je crois que tout ne peut que concourir à ce que nous nous arrêtions un peu pour nous interroger. D'accord. Xavier Messé, vos reporters ont suivi les militants du RDPC dans leur célébration. Est-ce que les consignes de sobriété et de dignité et tout le reste ont été respectées? Oui, totalement. Nous avons reporté ce qui s'est passé à Yaoundé notamment, où il n'y a pas eu de faste, il y a eu une marche
tout simplement, une marche sportive. Et il y a eu une manifestation au Palais du Congrès qui était vraiment sobre. Ce n'était pas des agapes, ce n'était pas des orgies comme on connaît le RDPC à certains moments de faire. Les mots du secrétaire général ont été respectés. Bon, le prétexte que le secrétaire général a pris, c'est que nous avons la guerre, nous avons nos compatriotes qui sont tués tout le temps à l'extrême nord du Cameroun, des bombes qui sortent par-ci par-là. Mais je pense que c'est un prétexte tout à fait normal, mais ajouter à cela, ce qu'il n'a pas dit, mais ce que nous autres pensons dans les salles de rédaction, c'est que, est-ce que le RDPC, en dehors de la guerre, avait-il des raisons vraiment de fêter avec faste? Comme quoi, y avait-il un bilan à célébrer? Est-ce qu'il y avait un bilan suffisamment éloquent pour permettre au RDPC de fêter, n'est-ce pas, à grande pompe? Parce qu'on connaît un certain nombre de choses. Vous savez, le RDPC est identifié au gouvernement parce que c'est tous les cadres qui dirigent le RDPC sont ceux-là même qui dirigent l'État. Alors, lorsque on voit au niveau de l'État un bilan qui est toujours en demi-teinte, on se demande si le RDPC pourrait en être différent. Je pense que honnêtement, comme l'a dit le secrétaire général adjoint du RDPC, Varona, il a dit, c'est-à-dire qu'un parti doit s'arrêter pour regarder le chemin parcouru. Est-ce qu'il est sur la bonne lancée? Est-ce qu'il a des raisons de fêter? Je pense que de manière tout à fait sobre, de manière tout à fait humble, ils n'ont pas eu de raison, n'est-ce pas, de faire la fête. Merci. Abdoulaye Ado, vous avez regardé les militants du RDPC, il y a eu des réflexions, ils vous ont donné l'impression que ces 31 ans, c'était le moment de s'arrêter et vraiment de s'évaluer? Bon, d'abord, je précise parce que, étant membre du comité central de l'ANDP, je n'ai pas été envoyé par mon parti pour que j'ai la latitude de mieux m'exprimer. Vous savez que nous sommes au gouvernement, il y a un devoir de solidarité sur certaines choses. Donc, je préfère être moi-même. Honnêtement, parce que je suis dans l'administration, j'ai constaté une chose jeudi. Et je n'ai rencontré aucun militant du RDPC en tenue dans les services publics, du moins là où moi j'étais. D'accord. Oui, ça c'est une grande première, parce qu'en réalité, il s'agissait d'une violation de l'obligation de réserve. L'agent public ne doit pas porter la tenue de son parti dans l'administration publique. S'il le fait, il viole l'obligation de réserve parce que l'agent public doit être neutre. Donc c'est un bon point positif. Ça, c'est un bon point. D'accord. Vraiment, si le RDPC peut continuer dans cette voie, c'est bien. Maintenant, aussi, dans la ville, je n'ai pas vu de faste, d'embouteillage. C'est plutôt à la télé que j'ai constaté, quand les médias ont commencé à diffuser les images, qu'il y avait même en réalité un anniversaire du RDPC. Et là, j'ai quand même vu, ils ont été sobres, mais moi je crois que cette sobriété est due à quoi? Vous savez que le renouvellement au RDPC a pratiquement fractionné le parti, à tel point que lors des fêtes officielles, par exemple le 11 février, il y a eu à Douala 2e par exemple, des militants du RDPC qui ont bagarré en public. Également, j'ai entendu même au niveau de Yaoundé, par exemple à Yaoundé 1er, il y a eu des altercations aussi entre les militants. Donc ça fait donc que, de mon point de vue, le RDPC avait intérêt à ne pas faire l'ostentatoire, c'est-à-dire faire profil bas pour pouvoir essayer de colmater les brèches et de penser ces plaies-là qui sont encore béantes. Merci à vous. Thomas Tenga, le thème de cette 31e édition, c'était mobilisation derrière le président national, chef de l'État, chef des armées, son Excellence Paul Biya, dans la lutte pour l'accélération de la croissance et le combat contre Boko Haram. Vous direz qu'il résume bien les défis de l'heure? Je dirais que non. Déjà, je voulais rappeler que le RDPC est fille de l'UNC, et l'UNC c'était despotisme patriotique absolu. Le RDPC, c'est colonialisme interne absolu. Qu'est-ce que le colonialisme interne? C'est ségrégation sociale, économie de prédation, dont certains tuyaux conduisent à l'évasion des capitaux, certains capitaux thésaurisés dans des demeures somptuaires partout, alors que la paupérisation de la population est grandissante. Avant de venir ici, j'ai regardé un peu l'annuaire des statistiques du Cameroun produit par l'Institut national des statistiques.
j'ai remarqué que structurellement, la balance commerciale est déficitaire de plus de 1000 milliards depuis qu'ils sont au pouvoir. Le taux d'inflation, après toutes les pondérations, est de près de 3%, alors que si on regarde dans les faits, c'est à peu près 5-6%. Et que le peuple n'en peut plus. La résilience est bien, mais il y a un seuil de résilience, au-delà duquel, quelle que soit la sobriété, quel que soit ce qu'on emprunte comme discours, quelque chose peut craquer. Et je pense que vraiment, le RDPC doit offrir autre chose comme projet de société que le seul maintien de son candidat pour. D'accord, ça nous amène dans le bilan du parti. Grégoire Rona, il se dit, vous l'avez bien entendu, que vous n'aviez pas des raisons de célébrer, même s'il y a eu ce contexte sécuritaire qui vous a amené à resserrer un peu les effusions de joie. Vous êtes d'accord avec ce qui s'est dit? Je suppose aussi qu'ils ont entendu les raisons que j'ai données pour qu'on célèbre l'anniversaire. Vous n'avez entendu que les raisons qu'ils ont données, mais je crois qu'avant eux, j'avais déjà donné des raisons pour lesquelles on devait célébrer cet anniversaire. Et je crois que nous ne pouvons être que très confortés parce que malgré les chiffres qui viennent d'être avancés, qui sont ceux qu'il a cités, que je n'ai pas, mais qui ne restent que ceux qu'il a cités, je lui fais confiance. Je dois dire que le RDPC, aujourd'hui, il ne faut pas confondre, et Abdoulaye l'a très très bien dit, il ne faut pas confondre, quand on construit une maison, il ne faut pas confondre l'architecte et l'entrepreneur. Et tout à l'heure, on suivait la revue de presse, la façon dont le RDPC a été traité. Il ne faut pas confondre le RDPC et le gouvernement. Il faut pas, la différence se trouve à quel niveau? La différence, c'est qu'un parti politique comme le RDPC est d'abord un laboratoire de réflexion et un gouvernement, certes, est un laboratoire de réflexion, mais un laboratoire d'action. Le gouvernement réalise ce qu'il pense. Le chef de l'État, le président Biya, a été élu. Les Camerounais lui ont fait confiance sur la base d'un projet politique qu'il a proposé aux Camerounais. Et pour le moment, le gouvernement qui est en place doit mettre en œuvre cette politique pour laquelle les Camerounais l'ont élu. C'est de cela qu'il s'agit. Et quand vous regardez la réflexion qui a été faite, je ne sais pas, j'aimerais qu'on me cite les Camerounais qui ont des choses à dire sur la politique que le président Biya a proposée, qui me disent ça c'est pas bon, ça c'est mauvais. Dans le sens de la politique que le président a proposée. Vous avez des gens qui vont toujours vous dire que tel ministre ne fait pas ceci, ce qui peut être vrai, ou tel autre ne fait pas cela, ou tel autre a mal fait ceci, ce qui peut être vrai. Mais le fond de ce qu'on peut leur demander, ou qu'on leur a demandé, c'est quoi? Fabien Messier? Oui, je vais dire que c'est un discours que nous avons souvent entendu du RDPC, celui que reprend le secrétaire adjoint, c'est-à-dire il y a le parti RDPC, il y a le gouvernement. C'est déjà entendu. Dans la réalité, c'est tout à fait autre chose. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que le président du RDPC est resté président du RDPC depuis 1985. Y avait-il pas de Camerounais susceptibles de diriger ce parti et qu'ils se mettent au-dessus pour pouvoir s'occuper des choses de l'État et laisser ce président-là être le président de tous les Camerounais? Ça, c'est la première question. La deuxième question, y a-t-il un haut cadre du RDPC qui ne viennent pas de l'administration publique avec des hautes responsabilités? Ou inversement, peut-être. Ou inversement. Alors, lorsqu'on retrouve les mêmes personnes à la fois assumant des fonctions très importantes au RDPC et les mêmes assumant des fonctions très importantes dans l'administration publique, le résultat ne peut être que le même. Et ça peut nous surprendre. Essayez d'aller, par exemple, dans un ministère public. Lorsque le RDPC a une sortie importante, vous verrez que tous les directeurs sont absents. Ça veut dire qu'ils sont allés assumer des fonctions politiques sur le terrain. Mais pour l'anniversaire, ils étaient présents, hein, Abdoulaye Adoula dit. Oui, ben, ils étaient
président peut-être habillé autrement, il a relevé ça aussi, parce qu'en d'autres temps, je ne sais pas s'il est passé dans tous les bureaux pour voir... Ce qu'il a visité, ils étaient présents. Là où il était, il a vu ce qu'il a vu. Mais il est donc très très difficile. La première chose que nous avons demandé à travers nos éditoriaux, c'est nous souhaiterions qu'il y ait un distinguo entre le président du parti majoritaire et le gouvernement. D'accord. Je voudrais qu'on s'arrête sur cette séparation n'a jamais été faite. Pour permettre déjà, peut-être à Thomas Atenga, est-ce que c'est possible sur le plan de la science de faire une différence entre le président national du parti et le président de la République? Ça fonctionnerait comment? Je ne vais pas être présomptueux, la science c'est un bien grand mot. Ce que je veux dire, c'est que, parlant du RDPC, parce que nous sommes là pour l'an 31, moi, l'image qui me reste du jeune étudiant que j'étais à l'époque, c'est que c'est un parti qui a été contre le progrès et qui rentre toujours contre le courant de la marche de l'histoire. Au moment où on revendiquait l'avènement de la démocratie, ils ont marché contre. Ils ont marché contre. Mais qu'a décidé le président national? Peut-être quelqu'un qui a marché, décidé un peu, mais... Non, moi je n'ai pas marché contre la démocratie. Ce que je veux dire, c'est que... je peux même vous dire que j'ai fait des déclarations. Aujourd'hui, les formes d'exercice du pouvoir ont changé de par le monde entier. C'est encore le seul parti qui nous propose un exercice archaïque du pouvoir. Nous tenons à rappeler que l'ennemi de tout pouvoir, ce n'est pas le peuple, c'est son excès. Quand un pouvoir n'a pas de contre-pouvoir, quand il n'a pas de limite, quand il ne se suffit plus, il devient ivre. Aujourd'hui, on a l'impression que le RDPC est gagné par une d'ivresse du pouvoir. Il n'y a pas de concurrent, ils ont tué la presse. Il n'y a pas d'opposition, elle est sans moyens, inorganisée. Et résultat, le bateau vogue presque de manière ivre, et c'est très dangereux. Quand il n'y a plus de pas très caricatural, le secrétaire général. Monsieur le professeur, là, vous me renvoyez à une autre époque, là. Je suis très surpris. Il y a eu des progrès. J'ai l'impression que vous trouvez encore journaliste au Messager il y a 20 ans, là, quand vous parlez comme ça. Je suis vraiment au regret de vous dire que vous n'y êtes pas, là. Parce qu'on a tellement... Il y a eu tellement des évolutions. Quelle est la réalité? La réalité, d'abord, je voudrais vous dire, vous avez évoqué le parti arriéré. Quand les gens ont marché, en supposant qu'ils ont marché contre la démocratie, quand ils ont marché contre la démocratie, qu'est-ce que le parti a décidé? Le parti, par son président national, a décidé. Mais alors, écoutez, il faut des leaders. Le monde, écoutez, je vais vous dire quelque chose qui peut être... Il faut préciser, ce n'était pas de son plein gré. Mais comment ce n'était pas de son plein gré? Le président Biya arrive au pouvoir constitutionnellement et il prend des axes de réflexion clairs dès le premier jour. Vous ne pouvez pas dire qu'il a été contraint. Ah bon? Non, il n'a pas été contraint. Lorsque le président Ahidjo lui passe le pouvoir, il a pris des options. Moi, je peux vous dire que je suis un enfant de ces options parce que j'ai cru enfin que la politique va devenir autre chose au Cameroun, parce qu'il parle de démocratisation, de libéralisation, et on commence à y aller. J'ai attendu quelques années après pour adhérer au RDPC. Bon, on ne va pas parler de moi, mais je voudrais vous dire qu'il y a eu une volonté politique d'un leader. Et cette volonté s'est manifestée à travers la presse que vous avez bien connue à l'époque. Vous avez vous-même vu l'évolution de la presse aujourd'hui. On vient de voir une revue de presse. Vous avez vu avec quelle violence un journaliste parle du RDPC? Sans être inquiété? Qu'est-ce qui est violent? Sans être inquiété. Vous peut-être. En attendant que le CNC lui enfile les 6 là. Quand on nous repasse le sommaire, vous allez voir. Mais je voudrais qu'on évolue sur ce volet, parce qu'on parle bien d'une idéologie et d'une proposition, d'un projet qui arrive en 1987. Paul Biya affirme, selon le quotidien de l'économie, qu'en écrivant les lignes, j'avais la modeste ambition de présenter à tous mes compatriotes les principes qui sous-tendent le projet de société, et je les invite à construire dans le cadre du RDPC. Abdoulaye Ado, l'idéologie du RDPC reste-t-il donc le libéralisme communautaire tel que décliné par le président en 87? Bon, je constate que l'idéologie est arrivée après la naissance du parti. Ça veut dire donc, si c'est ça, le parti était né sans idéologie. Ou bien peut-être c'était l'idéologie de l'UNC. C'était une continuité de l'UNC. D'accord, probablement. Maintenant, je crois que honnêtement, je n'ai pas lu pour le libéralisme communautaire. Pourquoi?
simplement... Vous êtes Camerounais? Je suis Camerounais, je n'ai pas été curieux. Je n'ai pas été curieux pour lire ce qu'il y avait dedans. C'est grave, Xavier Messier. C'est aussi ça la liberté. Non, c'est la sincérité. Parce que je peux tenir une langue de bois ici, alors qu'en réalité, je n'ai pas lu. Mais comme je vis le RDPC, il y a des choses qu'on peut reconnaître. En 1987, je crois déjà, il y avait des élections pluralistes au sein du RDPC. D'accord. Ne serait-ce que parce que moi je suis originaire de la partie septentrionale, dans la ville de Garoua, il y avait eu des élections de la mairie qui ont été disputées. Ça, c'était dans le cadre d'un parti unique. Ça, c'est des aspects qu'on peut relever parce que c'est des faits. Qu'on appartienne ou pas au RDPC, ça, c'est une réalité. Aussi, aujourd'hui, il y a la liberté d'expression, ça on ne peut pas contester, mais ce qui en réalité rend la situation du RDPC difficile, le problème de paupérisation du Cameroun, c'est difficile quand vous gérez, qu'on essaye de serrer et de distinguer cette gestion-là de la vision du parti, même si le parti a une vision de progrès. L'implémentation n'a pas donné. Ça fait donc que cette difficulté-là fait croire à beaucoup de Camerounais que peut-être même que le RDPC n'avait pas d'idéologie. D'accord. Je voudrais, Xavier, mais c'est permettre que Grégoire Ouna revienne un peu sur ce libéralisme communautaire et ses principes pour nous permettre de mieux comprendre. Je voudrais dire que sur la base de quelques principes, on n'aurait jamais assez de temps pour disséquer. C'est quand même 154 pages. Oui, voilà. Je voudrais dire sur la base de quelques principes qu'il avait énoncés, qui était la démocratisation, qui, à mon humble avis, est finie. On est dans un pays démocrate, il faut maintenant cultiver un certain nombre de valeurs. Parce qu'en fait, je vais vous dire une chose, monsieur le professeur, pour faire la démocratie, il faut des démocrates. Moi, je vous ai pas interpellé. Mais moi, je réponds à ce que vous avez dit. Ah bon, d'accord. Pour faire une démocratie, il faut les démocrates. Sommes-nous assez démocrates aujourd'hui, chacun là où il se trouve? Je souhaite que chacun réponde à cette question. Moi, j'ai envie de dire, nous ne sommes pas assez démocrates là où nous nous trouvons. Il y avait la démocratisation, la libéralisation, et je voudrais dire que sur la base de la libération de toute l'énergie, le président Biya invite les Camerounais à revenir, à s'exprimer. S'exprimer, ce n'est pas seulement par le verbe, mais s'exprimer dans toutes les formes, que ce soit dans le travail, dans l'entrepreneuriat. Voyez aujourd'hui les entreprises de presse qui sont quand même des laboratoires d'expression de la liberté, qui se sont créées. Ces entreprises de presse, vous ne pouvez pas dire qu'elles pouvaient exister et s'exprimer comme elles s'expriment aujourd'hui, il y a 30 ou 40 ans. Il y avait la rigueur dans la gestion. La rigueur dans la gestion. Le président Biya nous invite à mettre un peu de rigueur. Parce que le président Biya, qui s'est occupé pendant un certain temps des dossiers économiques, au moment où il arrive au pouvoir, il sait certainement dans quel état se trouve notre économie. Il invite les Camerounais à la rigueur. Avons-nous accepté cette rigueur? L'actualité ambiante est là pour dire que nous n'avons pas accepté la rigueur. Nous n'avons pas accepté la moralisation. Quand je dis nous, ce n'est pas tous les Camerounais. Il y a des Camerounais qui ont montré qu'ils n'accepteraient jamais ni la moralisation des comportements, ni la rigueur dans la gestion. Justement. Voilà quelques principes qui devaient gouverner. Dans quel pays on applique ces principes et on va dire que ce n'est pas un progrès? Xavier Messier, justement, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu une appropriation de cette idéologie de libéralisme prônée dans le libéralisme communautaire? Je peux répondre catégoriquement non. Pourquoi? Je vais m'expliquer un tout petit peu. Lorsqu'on parle de libéralisme, vous avez évoqué tout simplement le côté expression. Je veux dire, il y a, vous savez, lorsque vous avez conçu une idéologie, il y a de cela 30 ans, vous savez, les mutations dans le monde sont tellement rapides que si vous ne procédez pas à un réajustement systématique et instantané, vous êtes complètement largué. Ce qui a été conçu il y a 30 ans aujourd'hui, si vous restez cantonné sur ça en disant, voilà, nous avons conçu une doctrine et il faut qu'elle s'applique et qu'elle se mette en pratique seule, personne ne la pratiquera. Le président de la République a conçu ce libéralisme communautaire
on ne l'a pas souvent vu sur le terrain en train de mener ses troupes pour la mise en place de ce libéralisme. Pas du tout. Il a laissé ses clercs aller au-devant de la scène et chacun interprétant le libéralisme comme il veut. Et d'autres, beaucoup ne l'ont pas lu. Abdoulaye le dit ici, il fait partie de la mouvance gouvernementale, il ne l'a pas lu. Beaucoup ne l'ont pas lu. Et quand bien même on l'a lu, mais il ne faut pas que le concepteur d'une idéologie reste en retrait en disant j'ai conçu et puis ça va aller tout seul. Ça n'arrivera jamais. Je voulais prendre le secrétaire adjoint du comité central qui vient de dire qu'on a libéralisé l'expression. Oui. Mais je suis dans le regret de dire que la libéralisation de la presse n'est pas le fait du Cameroun, c'est un mouvement global. Si vous essayez de vous y opposer, ça vous balaie. Par exemple, oui, ça vous balaie, vous ne pouvez pas être en retrait. Et je vais dire que cette libéralisation de l'expression, la particularité du Cameroun voudrait qu'on présente toujours les médias comme, voilà, vous êtes libre, vous dites ce que vous voulez. Si on dit il y a la justice à côté, mais la libéralisation de l'expression devrait être globale. Dites-moi aujourd'hui, moi j'en vois pas, les associations des partis politiques qui peuvent marcher dans la rue, organiser des réunions publiques sans avoir obtenu préalablement l'autorisation d'un sous-préfet qui ne donne jamais. Et ça participe de la libéralisation de l'expression. Et si on pense, je voulais terminer, si on pense que la multiplicité des journaux, ça participe de la libéralisation. Je vais dire non. Pourquoi? Parce qu'il faut libéraliser, il faut des mouvements d'accompagnement. Vous savez que le Cameroun, aujourd'hui, en Afrique, au sud du Sahara, est l'un des pays qui freine le maximum le développement de la presse. Absolument. Il freine parce que, il freine parce que le Cameroun n'aide pas la presse privée dans son développement. Pas du tout. Au contraire, il met des embûches. À partir du moment où vous ne pouvez pas avoir des intrants en respect des conventions internationales, à partir du moment où le prix du journal, 16 pages d'un quotidien, est le plus cher, n'est-ce pas, en Afrique au sud du Sahara, sans aide du gouvernement, à partir du moment où vous ne pouvez pas imprimer, n'est-ce pas, à moins de coûts, tout simplement parce que les pouvoirs publics n'apportent pas la caution financière qu'il devait apporter. Donc il n'y a pas la liberté d'expression. C'est une liberté qui est dans le contexte d'une mouvance globale généralisée. Ça veut dire que personne ne peut s'y opposer. Si par exemple, aujourd'hui, au sorti d'ici, je suis amené dans un commissariat, vous verrez le tollé général. Ce qui ne risque pas d'arriver, Xavier Messé. Alors, professeur Atenga, sur la même question, comment est-ce que ça s'est implémenté? Où est-ce qu'il y a eu la cassure entre le porteur du projet et les destinataires du projet pour qu'on constate, comme Abdoulaye Ado et Xavier Messé, que ça n'a véritablement pas marché? Moi, ce que je note, c'est que dans les années 80-90, tous les travaux en économie du développement présentaient le Cameroun comme un des pays africains qui était très bien parti pour se développer dans un laps de temps. On parlait à l'époque de la Hollande d'Afrique, c'est-à-dire que ingéniosité des populations bien formée, ressources, sol. Donc on avait tout pour être développé. D'accord. Certes, il y a eu des crises mondiales qui sont passées par là, et nous n'étions pas les seuls, mais on a célébré, ce que je note aussi, c'est qu'on a célébré dans ces demeures sanctuaires le passage à pays pauvres très endettés. On a ouvert le champagne, etc. Ça, c'est au bilan du RDPC, ça. On est passé du pays qui avait le plus fort potentiel de développement dans la sous-région, et même en Afrique subsaharienne, ça s'explique comment? francophone, ça s'explique par quoi? à pays pauvres très endettés, qu'on a fêté du reste, et qu'on n'arrive même pas à consommer les crédits générés par ce statut qui traîne parce que les ministères n'arrivent pas à fournir une expertise. Et ça fait mal au cœur. Quand vous avez la chance de voyager d'aller à l'étranger, j'ai l'impression que même tous nos leaders qui voyagent ne prennent pas la mesure de la dégradation de l'image Cameroun, de la marque Cameroun. Pour ça, Atenga, vous rejoignez là donc c'est très violent quand on voit les gens se gargariser. Les gens ne se sont pas appropriés de cette Ils ne se sont pas appropriés. Mais quel est le problème? Où est-ce que ce problème de leadership? Et il y a 3 formes de leadership. On ne va pas faire un cours ici de... Voilà. Donc il y a 3 formes de leadership. Aucune des formes de leadership n'a été implémentée. Et puis il y a aussi une chose. Prêcher par l'exemple. D'accord. Voilà. Parce que on ne prêche pas par l'exemple. C'est difficile de faire aux autres ce qu'on ne fait pas soi-même. Donc c'est juste ce que je voulais dire. Monsieur le ministre, vous avez souvent entendu ça.
On a souvent demandé à votre leader, votre patron, d'être là. Moi, je ne voudrais pas faire un débat de politique fiction. On est en train de parler des choses concrètes. La real politique. On parle du 31e anniversaire d'un parti qui est là, qui est en place, qui a émis des idées et personne n'a pu dire un jour que cette idée est mauvaise parce que. D'accord. Vous comprenez? Comme nous sommes là en débat, mais dites-moi ce que le président Biya a proposé au peuple camerounais qui est mauvais. Maintenant, je vous dis, on ne peut faire une démocratie qu'avec des démocrates. Vous voulez qu'il y ait de la rigueur dans nos sociétés? On a nommé des DG, il y en a qui ont bien travaillé, d'autres ont dérapé. On a nommé des ministres, il y en a qui ont bien fait leur boulot, d'autres ont dérapé complètement. Donc, je crois que ce qui est important, le pays est resté debout, le pays a progressé. La paupérisation n'est pas, dont vous parlez, n'est pas la propriété du Cameroun. Il y a eu, vous-même vous reconnaissez, les crises sont passées par là, certes, mais le RDPC a montré la voie. Le président Biya a montré la voie. Vous voulez voir le président? Non. Vous avez, chacun est soi-même. Chacun a son identité, autant que nous sommes ici-bas. Vous aimeriez avoir un président qui s'en va courir derrière chaque ministre, c'est peut-être ça, ou un président, mais non, il n'est qu'un homme. Qui tient le président n'est qu'un homme. Le conseil des ministres, direz-vous? Conseil des ministres, tout le mais temps. Lisez un peu votre constitution, monsieur Messé. La Constitution est claire. La Constitution est claire au Cameroun. Le président de la République définit la politique de la nation et il y a un gouvernement qui l'applique. Ce n'est pas au président de réunir les ministres pour leur demander, le pont qui devait passer là, il est où? Non, ce n'est pas ça. Lisez la Constitution. Lisez la Constitution du Cameroun. Donc, il est comptable. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas comptable. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas comptable. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas comptable. Voilà. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas comptable des résultats. Oui, si vous permettez, c'est que le ministre Grégoire Ouna, il faut aussi l'appeler comme ça parce qu'il a deux casquettes. C'est que le ministre. J'en ai même plus que ça, si vous voulez. On s'en tiendra aux deux casquettes. J'en ai plus que ça. C'est que il voudrait remettre chaque Camerounais, chaque responsable devant ses responsabilités, comme a dit le président. Mais c'est pratiquement impossible. Mais pourquoi c'est impossible? Peut-être qu'il faut commencer par le président lui-même, le mettre devant. Mais le président est face à ses responsabilités qu'il assume. Le président assume bien ses responsabilités. Dites-moi où il n'assume pas ses responsabilités. Monsieur le ministre, vous savez très bien qu'un gouvernement, un ministre, fût-il intelligent, fût-il le plus intègre, ne peut pas avoir une partition seule et arriver à un résultat. C'est un comportement d'ensemble. Ce comportement d'ensemble va dire quoi? Ça veut dire que pour qu'un ministre de l'Éducation puisse produire, je ne prends que l'éducation, puisse produire des résultats, il faut qu'il y ait une concordance de faits et d'actions qui puisse permettre aux finances de mettre les moyens, qui puisse permettre à l'emploi d'intégrer dans le programme de formation une adéquation qui fait que les formateurs puissent former les enfants, ainsi de suite. Donc, quand il n'y a pas cette symphonie d'action, aucun ministre, fût-il le plus intelligent, le plus intègre, n'aboutira à un résultat seul dans son département. D'accord, puisqu'on parle de la comptabilité. J'ai bien envie de demander à M. Xavier Messé. Vous êtes directeur de publication, vous dirigez une entreprise de presse. Dites-nous là, vous la dirigez bien, avec succès? Ben, je crois que c'est à vous de juger. Je mets le journal tous les jours. En attendant que je vous donne ma place, monsieur le ministre, je vais continuer à poser des questions. Non, c'est pas moi qui pose des questions. Mais parce que moi, je voudrais quand même rappeler que la semaine dernière, j'ai vu un grand titre sur une grande page de mutation. Oui, c'est arrivé. Le RDPC, le RDPC infantilise les parlementaires. Et à la page 3. Et on nous envoyait à la page 3 pour lire l'article. Il n'y avait aucun article. J'ai feuilleté les 16 pages. Il y avait 0 article. Mais monsieur le ministre, vous avez alors, raison. Écoutez, je vous pose la question. Une petite affaire de lire 16 pages. On ne se rend même pas compte. Et vous ne nous avez présenté aucune excuse. J'ai attendu. Monsieur le ministre, il n'y a pas eu de journaux vendredi. Ils corrigeront dans la une de lundi prochain. Puisqu'on est au clip. On va corriger ça. Je peux vous en citer d'autres. Je vais vous en citer d'autres erreurs. Donc vous ne vous êtes pas encore excusé. On n'est pas à l'an 31 de mutation. On reste encore sur RDPC. C'est le syndicat des journalistes. C'est très bien, mais je vous dis,
que chacun accepte de balayer un peu devant sa porte au Cameroun. D'accord, c'est compris. Balayons tous devant nos portes et en parlant de ce climat social, au quotidien, le jour fait l'économie cette semaine de la dernière enquête de l'Institut national de la statistique. Le chiffre majeur c'est 37,5% et c'est le nombre de Camerounais pauvres. Résultat de la 4e enquête ménage, même si le rapport assure que la pauvreté a un peu reculé, surtout en zone urbaine. Est-ce que vous avez fait le même constat? Honnêtement, non. Vous savez, parfois, la science a ses repères. Mais moi, je vis au quotidien la pauvreté. D'accord. La pauvreté, elle est comment? Elle est pratiquement systématique. Nous n'avons pas suffisamment d'eau. Par politesse, je le dis suffisamment. En réalité, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de route. Pour ce qui est de la santé, je ne vais pas rappeler les 2 derniers événements catastrophiques qui sont arrivés à notre pays. Et quand vous allez à l'arrière-pays, vous verrez la vraie pauvreté. Peut-être par dessein, je ne vais pas dire des choses, mais il y a des zones au Cameroun où l'eau qu'on peut consommer, que l'être humain consomme, il consomme la même eau qu'une bête, après avoir parcouru 10 km pour aller trouver ce genre d'eau-là. Donc, en réalité, de mon point de vue, parce que ce n'est pas scientifique, j'ai l'impression que la pauvreté est en train d'avancer à grands pas au Cameroun. Ça, c'est l'analyse que je fais. Je laisse les statisticiens, mais je voudrais quand même parler un peu de la liberté de presse pour dire que, merci, de 20 secondes, que quand même le Cameroun peut être un exemple de liberté d'expression. Parce que le DPMC, moi, je ne pense pas que la liberté d'expression veut dire qu'il n'y ait pas de responsabilité. Regardons également aussi, parfois ce qu'on dit dans la presse, sur les plateaux de télévision. Parfois, c'est sans fondement. Et parfois, les gens ne sont pas inquiétés. Moi, je suis fier parce que je n'ai pas écrit un livre. Je suis presque le produit des médias camerounais. Les Camerounais m'ont connu grâce aux médias. Donc, je ne peux pas dire quand même que sur cet aspect-là, la marque déposée du RDPC, de mon point de vue, c'est la liberté d'expression. Maintenant, il faut qu'on se recadre chacun pour faire la bonne liberté d'expression. D'accord. Pour ça, Atenga, le parti politique qui est au pouvoir est souvent aussi force de proposition pour le gouvernement, dont on devrait s'attendre à ce que l'idéologie du RDPC puisse déteindre sur les actions du gouvernement et ne pas avoir des schémas comme ce qu'Abdoulaye Addo vient de décrire dans le quotidien des Camerounais. Oui, et vous permettez aussi de réunir cette histoire, grande histoire, les libertés de la presse qui nous intéresse. Le syndicat. Voilà. Je pense que... J'ai été journaliste. Et journaliste, celui qui tire l'essentiel de ses revenus de la collecte, du traitement, à la diffusion. Bon, je sais que je ne fais plus, même si je l'ai été. Je voulais dire par contre que, effectivement, la multiplication des chaînes de télévision, le nombre de journaux peuvent être l'arbre qui cache la forêt. D'accord. Il faut constater que les médias qui se portent bien, ce sont les médias satellites du parti au pouvoir. Toute la presse camerounaise est sinistrée. Mais je vous dis, monsieur le ministre, toute la presse camerounaise est sinistrée. Le taux d'endettement, c'est des travaux qu'on a fait à peu près 2 ou 3 ans, c'est chiffre 1 milliard de francs. C'est-à-dire que si ces gens devaient être attraits devant les tribunaux, ils ne sont même pas capables de rembourser. Entre-temps, l'argent que le RDPC dépense pour soigner l'image du Cameroun dans les médias étrangers, c'est 6 fois, 7 fois, 10 fois l'argent qu'ils auraient pu injecter pour rendre le secteur socio-professionnel des médias viable au Cameroun. Donc c'est ça la réalité. Ne nous trompons pas sur la multiplicité des chaînes de télévision, on peut parler librement. Bien sûr. En espérant qu'en sortant d'ici, vous ne serez pas inquiétés. Voilà, les tontons m'écoutent. Nous ne serons pas. On a connu ça à une autre époque. Maintenant, pour revenir au bilan social, le projet, je continue à dire que le RDPC n'a pas de projet politique. C'est un parti archaïque de par la génération quand vous prenez l'âge moyen de ses militants, archaïque de par sa conception même du pouvoir aujourd'hui. Quel est l'âge moyen de nos militants? Son seul projet politique, c'est Biya doit rester au pouvoir. La biacrature n'est pas un projet politique. Après Biya, le Cameroun doit continuer.
Et pensez à ça dès maintenant. Parce que ça vous rattrapera, ça rattrapera votre descendance, ça rattrapera. La biacrature a fait son temps, ça fait. Mais l'après-Biya n'est pas un problème pour le RDPC. On en parlera tout à l'heure. Biya doit rester au pouvoir n'est pas un projet politique. Ce qui est un projet politique, c'est comment on fait pour avoir plus d'énergie. Nous avons déjà un système d'éducation moins cher parce que les Camerounais s'essayent. On a marchandisé même des services les plus basiques comme l'éducation. Communautaire, on va dire. Voilà. L'accès à l'eau, aux soins de santé, le cas, on ne va pas l'évoquer, qui nous renvoie à ce que nous sommes devenus aujourd'hui comme animaux politiques. C'est dont on ouvre le ventre devant... il faut arrêter, quoi. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez entendu parler de tout cela? Je laisse dire tout ça. Non, allez-y, allez-y. Vous ne pouvez pas laisser dire aussi. Hein. Je laisse dire tout ça. Vous ne pouvez pas laisser dire aussi parce qu'on est en démocratie, vous l'avez vous-même dit. Je pense qu'il faut être sérieux. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui c'est comme il y a 30 ans ou il y a 40 ans. Aujourd'hui c'est comment? On ne peut pas. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui quand même à Yaoundé, il y a des dames qui se baladent avec des seaux pour avoir de l'eau, monsieur le ministre. Mais oui, le problème d'eau, il est actuel. Il y a un problème d'électricité aussi. Nous n'avons pas investi suffisamment. D'accord. On est en train de le faire aujourd'hui. Le problème d'eau, comme le problème d'électricité, sont partis pour trouver des solutions durables. À partir du programme qui est en train d'être fait depuis quelques années. Donc, c'est un problème réel. On ne peut pas le nier. Mais c'est un problème dont la solution est déjà tracée. Les investissements sont en cours. Les projets sont en train d'être réalisés. Donc, je crois qu'on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. On n'a peut-être pas bien apprécié et il y a eu des raisons pour que les investissements ne puissent pas se faire à temps. Mais est-ce que vous avez dit à vos militants, vous en avez rendu compte en leur disant, écoutez, on a mal apprécié le RDPC n'était pas comptable en tant que tel. Le gouvernement s'est exprimé clairement sur ces problèmes-là. Le gouvernement a été clair à travers le ministre de l'eau, le ministre de l'énergie. Les choses sont claires. Aussi, oui. Et c'est des domaines où la santé, vous ne pouvez pas dire qu'il y a eu des accidents. On ne peut pas nier, on les regrette. Nous sommes les premiers à le regretter parce que nous sommes quand même ceux qui sont les grands militants au pouvoir. Ce qui s'est passé ou à la Quintini ou à l'hôpital central, on le regrette. Mais on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui a été pensé pour que ce soit fait ainsi. Regardez ce qu'il y a aujourd'hui comme hôpitaux au Cameroun. C'est des domaines où on a pas mal investi, mais la courbe de croissance de notre population est ce qu'elle est. Les besoins sont énormes. Nous ne pouvons faire que la politique de nos moyens. D'où la rigueur qui est de plus en plus souhaitée et demandée dans notre administration. D'accord. Xavier Messé, vous direz que le ministre vient de reconnaître que le bilan, finalement, il y a eu des appréciations, mais il aurait fallu quand même que les autres acteurs des politiques publiques accompagnent ce gouvernement dans ses actions. Oui, tout à fait. Vous savez, j'ai l'habitude de dire et d'écrire, même dans mes articles, qu'on a une panne dans un conduit d'eau qui est un arbre qui coupe la fourniture d'électricité. Ce sont des accidents qui peuvent arriver à tout moment, quel que soit le pays, ça peut arriver. La croissance démographique, lorsqu'elle surprend des dirigeants d'un pays, ça me pose énormément de problèmes. Parce que la croissance démographique, ce n'est pas quelque chose qui tombe comme un arbre qui abîme le conduit de l'électricité. Ça se résout par la planification? Ça se résout par la planification. La planification, ça se prévoit. Nous avons des démographes, nous avons des statisticiens qui travaillent ou qui devraient travailler en étroite collaboration avec les économistes, avec les tenants du gouvernement. Il y a une chose. Oui. Où les statisticiens font le travail, les démographes font le travail, ils font des rapports qui donnent aux dirigeants et ceux-ci n'appliquent pas. Ou alors, ils sont incompétents. Parce que la croissance démographique qui est matérialisée par des jeunes que nous voyons et qui aboutit par la construction des écoles, la construction des hôpitaux, ça va de soi. J'ai l'habitude de dire à mes amis du RDPC que présenter comme bilan qu'on a construit tant d'écoles, ça ne devrait pas être un bilan. Ce sont des choses qui vont automatiquement. Si vous ne le faites pas, ça va se voir. Si vous ne créez pas des rues, il y aura un embouteillage même sur des piétons. Donc on est obligé de le faire parce que la conjoncture l'impose.
quand on crée des usines, parce qu'il y a l'action, il y a l'activité économique, ça c'est intéressant. Donc sur ce plan-là, je ne voudrais pas que les problèmes d'eau que nous avons aujourd'hui, bien sûr, le ministre vient de dire que c'est en train de trouver des solutions. Je suis dans une zone constamment sinistrée et depuis 3 mois, il n'y a pas de coupure d'eau, Dieu merci, même quand la coupure d'électricité est très fréquente. Donc cela signifie que les solutions sont en voie d'être trouvées. Mais qu'ils prennent des dispositions pour que nous ne soyons pas surpris par cette croissance démographique qui oblige à faire des réajustements chaque année. D'accord. Merci. Alors, je vais vous ramener dans le parti, dans le RDPC lui-même, pour parler un peu des résolutions du dernier congrès. Monsieur le ministre, s'est tenu quand, le dernier congrès? Le dernier congrès s'est tenu il y a 5 ans, puisque normalement, il doit se tenir cette année. Et en 30 ans, vous en avez tenu combien? On en a tenu 7. 7 congrès? Oui, il y a eu des congrès ordinaires et extraordinaires. D'accord. Le dernier parlait de l'implantation d'une académie de parti, par exemple. Où est-ce qu'on en est? L'académie du parti a été créée. Les responsables ont été nommés. Ils sont en train d'élaborer les programmes et les plans d'action. C'est M. Ndemi Yembe qui coordonne tout ça, qui est un professeur que vous connaissez certainement en tant que journaliste, puisqu'il a enseigné dans une des plus grandes écoles de journalisme du pays, et qu'il a été responsable du plus grand quotidien du pays. Mais je voudrais déjà profiter pour dire qu'en parlant de quotidien, on ne peut pas dire qu'il n'y a que la presse qui est pro RDPC et qui marche bien. Je ne sais pas si Canal 2 est pro RDPC, mais c'est une entreprise qui est debout. Je ne vais pas citer d'autres, je vais parler de vous. On parlait aussi, bien de la presse écrite, peut-être en rentrant dans l'audiovisuel, c'est autre chose, c'est d'autres réalités. C'est d'autres réalités, mais c'est des réalités économiques. Donc je crois que c'est notre projet de formation est en route et c'est quelque chose de très important parce que finalement, on s'est bien rendu compte au niveau du RDPC qu'il faut former les femmes et les hommes pour qu'ils deviennent de meilleurs citoyens encore qu'ils ne le sont aujourd'hui. D'accord. Professeur Tenga, la contribution d'une académie dans le façonnement, on va le dire comme ça, d'un militant, c'est important? Bien sûr que militer, c'est aussi apprendre, mais surtout apprendre la vertu, apprendre à servir son pays dans le désintéressement, apprendre à respecter la fortune publique, apprendre à savoir que l'alternance participe même de la survie d'un pays comme entité, comme État, chose que les militants de ce parti, fort par ailleurs sympathiques, qui animent la vie politique, ont oublié. Donc je pense que s'ils font une académie, il faut les ramener vraiment aux choses qui font le travail de militants. Tracter, etc. Ne pas seulement sillonner les ministères pour attraper du marché public, etc. etc. Bon. Montrer ce que ce parti a de vertus. Parce que depuis 31 ans, tout ce que nous voyons, c'est un spectacle qui ne donne pas envie de faire de la politique, justement. Mais je voudrais quand même réagir. On ne peut pas dire que pendant 31 ans, vous n'avez suivi que ce spectacle. Il y a eu des avancées qu'on vient de reconnaître ici, qui sont peut-être immatérielles sur la liberté. Il y a eu des routes qui ont été construites, il y a eu des écoles, il y a eu des hôpitaux, il y a eu des tas de choses qui ont été... 15 000, j'ai regardé aussi, ils sont à peu près 15 000 km de routes bitumées sur 475 000 km². Mais seulement, donc depuis 31 ans, c'est à peu près 300 km de route par an. Vous voyez ce qui a été fait. Le fonds d'entretien routier a englouti des milliards. Vous nous direz aussi en face de ce qui a été fait, quelle est la richesse du Cameroun. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. On ne gère pas un pays en disant on va faire ci, on va faire ça. Il faut savoir où est-ce qu'on prend les ressources, où sont les ressources, de combien de ressources avons-nous disposé. Et on a fait ce qu'on pouvait faire et ce qu'on devait faire. Je vous dis qu'il y a eu certes des dérapages qu'on ne peut pas nier. Il y a eu mais dans tout... Vous connaissez un pays où tous les
Dites-moi le pays où on soigne bien tout le monde à l'hôpital. Dis-moi un seul. Sortez-moi un seul nom. C'est un escapisme, c'est un échappatoire un peu... Mais ce n'est pas un échappatoire. Ce n'est pas un échappatoire. C'est un échappatoire, monsieur le ministre. Mais non. Xavier, mais c'est sur la même question. Je vais avancer avec vous sur une autre résolution. C'était le vote populaire lors du renouvellement des organes, des bureaux des organes de base des partis. Vous avez suivi ces opérations. Ça a marché? Vous permettez que je dise un mot sur le volet qui se termine là. Merci. Allez, puisqu'on y est. Oui, le RDPC a une responsabilité très très lourde sur les Camerounais. D'accord. C'est le parti au pouvoir. C'est le parti le plus implanté. Et je voudrais qu'il sache que sa responsabilité, il la partage avec le gouvernement d'une manière tout à fait indissociable. Et il était temps que cette école on n'a pas de force de proposition pour le gouvernement tout à l'heure. Et j'aimerais que, d'ailleurs, même sans avoir une carte du RDPC, qu'on me permette d'aller enseigner dans cette école-là, parce que j'apporterai quelque chose. Parce que plus les militants sont formés, plus nous avons l'espoir qu'une fois arrivés aux affaires publiques, ils vont contribuer à servir normalement le Cameroun. Donc, c'est compris. J'ai à ma gauche le secrétaire le général. Le message est passé, Xavier Messi. De toute façon, je vous ai dit qui s'occupe de cette académie. Vous allez vous adresser là-bas. Pour revenir sur le renouvellement, vous savez, les informations qui nous sont parvenues de par mes reporters qui étaient un peu partout sur le terrain, ce n'étaient pas des scènes de joie. Il y a eu des tiraillements, il y a eu des frustrations, il y a eu des conflits, il y a même eu des bagarres. Abdoulaye parlait de quelques bagarres là. Moi, j'en ai encore à Konolinga, dans la région de Nyanfumu. Il m'est revenu la semaine dernière encore des bagarres avec un sous-préfet, enfin, avec un parlementaire qui a réussi à s'interposer. Donc, je pense que autant ce combat commence comme ça à la base. Et il est temps de mettre de l'ordre dans ce combat-là. Parce que ce n'est que le niveau le plus bas. On va atteindre le niveau le plus élevé où il n'y aura pas simplement de combat. Si l'organisation n'est pas faite, s'il n'y a pas une responsabilisation des gens, ce combat qui commence à la base, soi-disant basé sur une mauvaise organisation, on va arriver à un niveau un peu plus élevé et on va arriver au niveau supérieur avec non seulement des fractures, mais avec des dégâts extrêmement graves pour le pays. Donc il est temps que, se servant de ces irrégularités, de ce manquement qu'il y a eu au renouvellement de base, pour que les responsables du parti prennent la chose en main et qu'ils puissent organiser les échelons supérieurs de manière très harmonieuse. Monsieur le ministre, vous étiez président d'une commission, la commission régionale de l'extrême nord, et je crois président aussi de la commission de contentieux. Lors de ces renouvellements, les résultats ont été publiés alors que vous n'aviez pas encore procédé à ce que vous avez annoncé, notamment la reprise des élections dans certaines circonscriptions de l'extrême nord. Et la presse a très vite dit que vous avez été désavoué. Comment vous avez vécu ça? D'abord, je n'ai pas été désavoué. Vous savez, nous avons une presse ici qui a tendance à dire beaucoup de choses, en plus en termes d'affirmation. Et quand je l'entends parler, moi j'ai été réveillé hier matin à 6h30 par un journaliste qui m'appelle, il me dit, je voudrais que vous réagissiez en direct parce qu'on nous signale les bagarres qu'il y a eu à Kribi, il paraît même qu'il y a des blessés, peut-être même un mort. J'ai dit, mais vous me réveillez, vous voulez que je réagisse? Donnez-moi le temps de vérifier ce que vous me dites. Il n'y a eu ni blessés, ni morts, ni bagarre. Mais pour le fait que je viens à Kribi, non, je vous donne, puisque j'ai entendu tout ce qu'il vient de dire là, qui est, je ne vais pas qualifier, mais je vous laisse assumer ça. Nous avons pris une résolution de faire des élections. D'accord. D'abord, il y a eu une réforme très importante dont il faut parler, c'est les élections sur la base du suffrage universel. C'était la première fois que ça se passait au parti. Donc, c'était normal que les gens, pour un apprentissage, ils changent de méthode, qui est peut-être quelques lourdeurs. Vous avez dû voir, on a étalé ça sur une longue durée. Moi, j'étais, comme vous l'avez si bien rappelé, responsable de la région de l'extrême nord. J'ai fait mon travail, mais il y avait d'autres instances au-dessus de moi. Dans le contentieux. Alors, lorsque je prends une décision, que l'instance qui est au-dessus de moi n'approuve pas, c'est logique. Où est le désaveu là-dedans? Pourquoi est-ce que c'est un désaveu?
Ce qui est tout à fait normal. Alors là, moi, comment j'ai vécu ça comme quelqu'un qui a très bien fait son travail et qui assume les décisions que sa hiérarchie prend, point final. D'accord. Alors, Abdoulaye Abdo, on a aussi eu la nomination des délégués départementaux et justement à la fin du congrès de 2011, entre-temps, jusqu'à nos jours. Et on a aussi parlé de la naissance des nouvelles élites, on va les dire comme ça, qui se superposent sur le terrain avec les chargés de mission du comité central, les présidents des sections et tout le reste. Peut-être aussi ça crée du flou pour la base. Bon, je vais le dire parce que j'ai souvent dit, certains trouvent que c'est péjoratif, mais c'est avec tout le respect. Moi, j'ai souvent dit que le RDPC, vraiment sans péjoratif, est un entassement des militants. Pourquoi je le dis? Parce qu'ils se superposent à tel point qu'il n'y a pas d'espace vital. Et parce qu'il n'y a pas d'espace vital, il y a beaucoup de bagarres. Ça, c'est la réalité de la politique de chez nous. Pourquoi les gens le font? En vérité, on ne milite pas dans les partis chez nous, forcément par idéologie. C'est soit par népotisme, soit par opportunisme. Vous comprenez? Ça fait donc que, pour beaucoup qui pensent que le RDPC peut être véritablement une opportunité pour avoir un strapontin ou un positionnement, beaucoup de gens y vont. Et quand il y a donc ce genre, le surnombre de militants et la qualité également des personnalités, on est obligé, le RDPC est obligé parfois de violer ses propres statuts. Je ne suis pas sûr qu'en scrutant les statuts du RDPC, on verra que les personnalités, ressources d'accompagnement, un certain nombre de postes là, qu'on donne aux gens que ça existe. Mais le RDPC ne peut pas lâcher ces gens-là parce que sur le plan de l'élection, ces personnalités que le RDPC copte peuvent permettre au RDPC de gagner les élections. Parce que sur le terrain, les ressources financières par exemple, parce que sur le terrain, vous viendrez avec vos idées, mais qui va vous écouter? On voit le maquereau, on voit le riz, on voit le sel. C'est ça aussi parfois la réalité des élections. Écoutez, moi je ne vais pas le suivre dans cette voie parce que c'est de la provocation. Je respecte suffisamment. Je respecte suffisamment les militants du RDPC parce qu'ils savent où ils vont, et ils savent ce qu'ils font. Et là, nous sommes en phase d'un nouvel apprentissage. Nous allons, avec le suffrage universel, véritablement solidifier encore notre base. Les militants du RDPC ne vont pas voter sur la base du riz ou du maquereau, comme il dit, mais d'abord parce qu'ils ont vu les valeurs qu'est en train de promouvoir ce parti. Je voudrais vous rappeler, vous voyez l'utilité reconnue par tous ici pour l'académie, l'utilité reconnue par tous ici en ce qui concerne le vote populaire. Tout le monde, on veut bien être représenté, mais il est important qu'on essaie soi-même de voter. L'intégration des jeunes à la politique, qui ont été très longtemps marginalisés, est très importante et de plus en plus importante au RDPC. Nous sommes la seule force politique aujourd'hui qui a mis la femme là où elle devrait être au minimum. En lui donnant un organe spécialisé? Non. En imposant que les femmes soient présentes dans toutes les structures de décision. Par une simple, je dis simple entre guillemets, mais c'est une volonté politique très forte. Le président Biya a dit, je veux une femme dans chaque exécutif communal. Je veux une femme dans chaque circonscription politique parlementaire. Et ça s'est transposé sur le code électoral. Et les femmes ont passé le temps à réclamer 20% ou 30% en disant, mais nous on est déjà au-delà de 30% de femmes. Est-ce que vous voyez?
La volonté, on va crier aujourd'hui le RDPC, le président Paul Biya, mais nous sommes concrets, nous sommes pratiques et nous avançons. Xavier Messier, le messager a rappelé au cours de cette semaine que le comité central du RDPC s'est réuni en principe 2 fois par an. Peut-être le ministre va corriger tout à l'heure sur convocation du président national qui le préside et arrête l'ordre du jour des réunions. L'année dernière, le comité central s'est réuni combien de fois? Je voudrais demander à M. Messier de répondre. Oui. L'année dernière, le comité central du RDPC, à ma connaissance, ne s'est pas réuni. Monsieur le GA. Je voudrais d'abord vous dire que les partis politiques ne sont pas des associations comme toutes les autres. C'est bien pour ça qu'elles sont régies par des textes qui ne sont pas les textes pour les autres associations. Donc, ils peuvent ne pas se réunir? Non, je n'ai pas dit qu'ils peuvent ne pas se réunir. Les responsables des partis politiques apprécient les opportunités de faire telle ou telle réunion. Il y a des canevas et les partis politiques ne peuvent pas être régis comme des... Mais ce n'est pas dit dans vos textes. Vous aurez dû mettre dans vos textes qu'on peut se réunir sur convocation du président national. Il y a la lettre. Et il y a l'esprit de la lettre. D'accord. Ce n'est pas moi qui ai inventé cela. Thomas Tenga, ça ne dérange pas pour que dans une association ou bien un parti politique comme celui-là, on ne puisse pas se réunir au niveau du comité central au moins? C'est aux militants d'exiger que le parti respecte les statuts qu'il s'est fixés. Moi, je pense que c'est vraiment des questions internes. Là, moi, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que c'est une association qui a ses statuts. Maintenant, si fonctionner ainsi... Oui. Sans respecter les propres statuts qu'on s'est fixés, bon, ça nous permet quand même, par effet de miroir, de voir comment justement ils gèrent le pays aussi. À partir du moment où ils ne respectent même pas les statuts qu'ils se sont fixés, ça dénote, n'est-ce pas, la manière dont ils gèrent, n'est-ce pas, le reste des affaires publiques. D'accord. Et moi, je pense que, si je devais dire quelque chose, il y a un auteur qui a écrit un livre que j'aime qui s'appelle « Jouir du pouvoir », qui s'appelle « Jouir du pouvoir ». Et il dit que jouir du pouvoir, parce que c'est bien d'aspirer d'arriver au pouvoir, de chercher à le conserver, mais quand ça s'accompagne d'une arrogance qui tue toutes les autres formes de civilité, qui tue les corps sociaux intermédiaires, c'est qu'il n'y a plus de société, il n'y a plus d'État. Et je pense que le danger qui guette le RDPC à 31 ans, c'est que c'est un parti qui jouit du pouvoir, mais qui jouit du pouvoir de manière tellement arrogante, dans l'impunité, que la stabilité même du pays en est menacée. C'est ce que moi je voulais... D'accord. Abdoulaye Ado, je vais vous permettre de répondre tout à l'heure sur la question. Je voulais dire quelque chose. Non, je crois qu'on ne peut pas se permettre... la thèse de l'auteur que vous rappelez là me paraît un peu normale. On ne peut pas gouverner avec arrogance. Et je voudrais que vous acceptiez que le RDPC n'est pas arrogant. Quelqu'un a dit tout à l'heure que le RDPC est le parti qu'on retrouve partout au Cameroun. Probablement que vous aurez des gens dans le RDPC qui pourront montrer une certaine arrogance. Mais c'est aussi le peuple qui a choisi d'adhérer au RDPC ou le peuple qui a choisi d'élire certains responsables du RDPC. Il est donc bon que le RDPC, face à ses responsabilités, soit tout simplement conscient des problèmes du peuple. D'accord, c'est noté. Abdoulaye Ado, le messager se demande aussi cette semaine, après le renouvellement des bureaux des organes de base du parti, à quand le renouvellement dans les instances supérieures, notamment dans le comité central et peut-être accessoirement dans le bureau politique. Oui. Si tant est qu'on perd sa qualité, qu'on va en prison ou qu'on y reste, comment on est consulté dans ces cas-là? Donc en réalité, ça c'est une question qu'un militant du RDPC devrait répondre. Parce que c'est eux qui savent, mais je sais une chose. Je sais quand même que dans tous les cas, à un moment donné, les partis sont forcés de renouveler parce qu'à l'occasion du congrès par exemple, il y a, même de manière naturelle, des morts. Il y a un certain nombre d'incidents qui arrivent et que quand il y a cette opportunité-là, le parti est obligé de pourvoir au poste et même parfois de renouveler parce qu'entre-temps également, il y a eu un dynamisme interne. Vous savez qu'aujourd'hui, avec la jeunesse qui est fortement politisée dans d'autres pays, je me dis qu'avec les nouvelles technologies et autres, la jeunesse camerounaise également apprend un certain nombre de choses des autres jeunes du monde et que forcément il y a un éveil politique et c'est pas seulement le RDPC.
tous les partis aujourd'hui sont obligés de se réajuster, d'intégrer cette jeunesse androïde que le chef de l'État a indiqué. Parce que aussi, en mettant les jeunes très tard en politique, parfois pour la relève, ça peut être une difficulté. Donc aujourd'hui, je me dis que c'est tous les partis qui sont concernés par cette problématique et que quand l'opportunité se fera, les partis vont tenir compte de ces nouvelles réalités. Sur le SGA, je voudrais vous dire que nous, je l'ai dit très rapidement tout à l'heure, nous on aura un congrès en 2016. En quelle date? Donc, ah bon? Oui. C'est aussi ça, avoir la lisibilité sur son calendrier. Ce n'est pas sur les plateaux de télévision que je vais venir annoncer une date qui ne dépend pas de moi. Oui. Parce que si vos recherches, que je sais très solides par rapport à tout ce que je vous ai entendu dire, c'est un point peut-être que vous avez négligé, ça ne relève pas de mes compétences. Peut-être vous en avez parlé avec le président il y a quelques jours? Peut-être, puisque vous savez toutes mes conversations publiées par mutation avec le président de la République. Ils ont publié ma dernière conversation. Heureusement que c'était totalement fou. Totalement. Donc vous n'avez pas parlé du congrès? Non, pas du tout. Mais il y en aura un quand même cette année. Mais je sais que avant la fin de l'année. Il y aura un congrès cette année et je crois qu'à cette occasion, comme les occasions précédentes, il y a eu des renouvellements, il y a eu davantage d'intégration de femmes, davantage d'intégration de jeunes et ça va se poursuivre. Xavier Messier, sur la même question, sur un congrès qui va se tenir, vous attendez quoi, vous qui observez bien ce parti? Il y a des choses disons, ce que j'attendais du congrès du RDPC, je l'ai dit, c'est un parti qui a une dimension nationale, c'est un parti qui est un parti État, ça veut dire que les résolutions que le RDPC prend, les suggestions que le RDPC peut être amené à faire au gouvernement, si ces suggestions sont bien élaboré, ça va servir les intérêts de toute la nation. Donc, ce qui fait que ce congrès que nous attendons, pas en tant que militants, mais en tant que Camerounais, en tant que bénéficiaires du bon fonctionnement du Cameroun, nous attendons de pied ferme. Mais le seul regret que nous pouvons avoir, vous l'avez dit en quelques mots, c'est qu'il n'y ait pas de visibilité, il n'y ait pas de calendrier. Parce qu'un parti qui donne l'impression de se gérer au jour le jour, ça gêne énormément. Nous ça déteint sur le calendrier de l'État aussi. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à cacher, ni dans le fonctionnement public, ni dans les partis politiques, surtout un parti politique qui a une dimension de RDPC. On devrait savoir sur 1 an, voire 2 ans. Mais on le sait. Mais monsieur le ministre, on connaît l'année, monsieur le ministre. Mais non. Complète, elle a un jour, le dernier congrès du RDPC a eu lieu en septembre. Attendez, je vais vous dire pourquoi vous devez le savoir. On fait toujours ici comme si on va réinventer la loi tous les matins. Non, le dernier congrès a eu lieu en septembre 2011. Le prochain congrès doit avoir lieu en septembre 2016. Mais avec vous, c'est toujours le principe, monsieur le ministre. Mais c'est ça la règle. On ne peut pas... On a des règles. Et vous dérogez très souvent à ces règles. Maintenant, nous sommes une association vivante. On ne peut pas tenir notre congrès après cette date de peur d'être dans l'illégalité. Mais nous pouvons le tenir avant. Et nous ne sommes pas maîtres de l'actualité ou maîtres des événements. On peut le tenir avant, mais on sait au moins à tout moment que ce congrès, s'il se tient à date, il se tient en septembre 2016. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise d'autre? Oui, nous avons parlé également, puisque j'avais la parole. Oui, monsieur, vous l'aviez. Non, je voulais vous clarifier parce que vous continuez à dire qu'on vous cache. On ne cache rien. Tout est clair. Oui, mais nous voulions avoir cette visibilité, cette lisibilité, de sorte qu'on ne se pose pas de questions. Mais elle est là. Nous sommes sur le plateau de Canal 2 International. Il devrait commencer à préparer ses équipes pour le reportage. Si on apprend à une semaine que c'est demain qu'on va aller, à 2 jours parfois... Ça ne peut pas. Cela ne se peut pas. Mais c'est Je vous parle de septembre. Septembre, c'est dans combien de mois? Maintenant, s'il y a des événements qui arrivent, qu'on doit tenir un congrès extraordinaire, on le tiendra. Quel type d'événement? On n'ira pas consulter Canal 2 ou Mutation. Quel type d'événement, monsieur le ministre? N'importe lequel. Un congrès extraordinaire. N'importe lequel. D'accord. Nous y reviendrons tout à l'heure. Le temps pour moi. Oui, je voulais terminer, puisque vous avez parlé de renouvellement
à la fois à la base et au sommet. Il y a un épisode qui est passé presque inaperçu et dont on n'a pas longuement parlé. C'est la sortie de M. Mbombo Dia qui a demandé, qui a souhaité que non seulement les jeunes soient intégrés dans les sphères de décision. Réel politique pour certains, cynisme justifié par la volonté de tourner définitivement la page à Idio pour d'autres, voilà deux leviers qui auraient pu présider à l'idée de créer au Cameroun, sous le parti unique, une nouvelle formation politique. Quand il prend le pouvoir, il a l'État, mais c'est le président Amadou Ahidjo qui a le parti. C'est lui qui contrôle le parti. Vous savez, c'est comme si on vous donne un vélo et on ne vous donne pas le guidon. Or, à l'époque du parti unique, que pouvait faire un chef d'État qui ne contrôle pas le parti? Paul Biya a donc eu le parti en 1983, le 14 août, lorsque le président Amadou Ahidjo a démissionné. Mais après avoir subi 2 tentatives d'assassinat. Témoin du passage de l'UNC au RDPC, René Zengele, ex-ministre, a sa petite idée sur la naissance du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Quand on allait, on n'était pas sûr qu'on allait changer. Ce n'était pas l'objectif. Mais l'affaire s'est imposée d'elle-même à cause du climat délétère qu'il y avait dans le pays depuis 1983 jusqu'en 1984. Comme les événements de 1984 se sont terminés, tels que, vous le connaissez, je ne veux pas refaire l'histoire dans ce cas-là, il s'est avéré qu'il faut une rupture. Il en met une couche sur les mobiles du changement de cap au niveau de l'appareil politique. Le nom arrive peut-être grâce à l'expérience et à l'intelligence des personnes comme El Betabi et comme Mouna, Tamdam et comme Fonta, qui ont trouvé le nom en anglais d'abord, Sipidiab. Et en traduisant, on a trouvé le RDPC. Même l'emblème du parti a été changé. C'était le soleil qui flottait lui-même. Hein? Vous savez que le soleil, c'est Louis XIV. On va voir. Et avec le renouveau, c'est le flambeau qui est tenu par la volonté démocratique. C'est la ligne nationale. L'idée de la démocratie est donc déjà là, le 24 mars 1985. Sa maturation débouche en 1990 sur le retour du multipartisme. Paul Biya, président fondateur du RDPC et chef d'État au Cameroun, appelle ses camarades à se préparer à la concurrence, alors que ceux-ci estimaient que l'ouverture démocratique est précoce. Mais le chef a décidé et tout le monde fonce tête baissée. Le RDPC vit un des plus grands tourments de sa vie après cette ouverture. D'anciens camarades rallient l'opposition et se positionnent en adversaire féroce de l'ancien parti unique. Samuel Ebois, Ni John Fundi, Jean-Jacques Ekindi et autres. Ils sont à la tête d'une revendication sociale qui atteint son summum avec les fameuses villes mortes. Comme un roseau, le RDPC plie mais ne rompt pas. Il perd sa majorité parlementaire à la suite des premières élections législatives dites démocratiques en 1992. La même année, Paul Biya, son candidat à la présidentielle, est élu sans majorité absolue. Ça craint. Le RDPC se déploie donc sur le front des alliances. En 15 ans, jusqu'en 2005, le parti du flambeau rassemble des partis de l'opposition autour d'une majorité présidentielle. Des opposants présentés comme obséquieux devant l'Éternel cèdent. Issa Chiroma Bakari, Dakole Daïsala, Bello Bouba Maïgari deal avec le RDPC au pouvoir. Seuls les derniers Mohicans comme le SDF, l'UDC ou le MP résistent à la bourrasque. Naturellement, l'influence des partis de l'opposition se réduit comme peau de chagrin. Désormais, la compétition se joue et se noue en interne au RDPC, qui a lancé dans la foulée une opération main propre qui vise essentiellement ses propres militants. Ceux qui se sont enrichis aux dépens de la fortune publique devront rendre gorge. Mais moins de 10 ans après,
L'opération Épervier qui a balayé de hauts dignitaires jusqu'à tout un premier ministre de la République est fortement querellée. On parle au sein du RDPC de purge pour éviter la concurrence politique. Une forte littérature est mise à contribution pour oxygéner ce plaidoyer. Il est important que toutes ces choses-là soient dites. Ma foi, je me dis que ces ministres ou ces ex-ministres-là, sur le feu de l'action, je ne suis pas sûr qu'ils ont toujours le temps, la lucidité, l'envie et même le courage de pouvoir le faire. Il est intéressant comme ça d'avoir des acteurs qui, même s'ils ne sont plus tout à fait dans le circuit, ont pris le temps pour réfléchir et puis pour dire comment fonctionne ce système-là. 31 ans après, le RDPC en est là, à cristalliser tout autour de la personne de Paul Biya. Comme au commencement, le 24 mars 1985, comme avec Ahidjo sous l'UNC. Et malgré le triptyque unité, progrès, démocratie, on n'imagine pas ici en 2016 une alternative à Paul Biya. Et ce n'est pas fini. La vie continue, l'analyse, c'est une analyse que je n'approuve pas totalement, mais bon. C'est son regard. Quels sont les regards que vous n'approuvez pas? C'est son regard, la vie continue. Le RDPC continue son bonhomme de chemin, comme on dit. Le RDPC a pris un peu plus de poids, avec davantage de jeunes, avec davantage de femmes. Le RDPC aussi a recadré l'action. Bon, je crois que vous avez qualifié d'avatar l'opération dite Épervier, mais je pense qu'il n'y a que ceux qui refusaient d'écouter le président Biya qui ont été surpris par l'opération Épervier, parce que je peux dire dès le premier jour, le président met en garde, et puis sachant d'où nous sortons, il s'est dit, je vais quand même pas, on va pas sévir tout de suite, il faut que les gens apprennent à gérer, il faut qu'ils apprennent à faire attention. On prévient, parce que dans plusieurs discours, il revient là-dessus, il revient sur la bonne gestion, il revient sur la rigueur. Mais tous ceux qui sont allés en prison ont écrit et disent que c'était une opération politique, monsieur le ministre. C'est ce qu'ils disent. Et qu'est-ce que vous dites? Mais j'aurais bien souhaité, ils avaient la possibilité aussi d'écrire, ils étaient là où les décisions se prenaient, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'ils nous disent ce qu'ils ont apporté et qui n'a pas pu être fait. Ils étaient à des postes parfois de grandes décisions. Ont-ils pris ces décisions? Moi, je ne veux pas condamner ici. La justice fait ce qu'elle a à faire. C'est des camarades. Moi, je suis ministre du gouvernement aujourd'hui. Je peux me retrouver de l'autre côté à Kondengui demain si ça peut m'arriver à moi aussi. Des choses? Mais non, il ne faut pas nécessairement se reprocher des choses. Aujourd'hui, on peut n'avoir rien fait. Et demain, on fait ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, je veux dire que ils se sont retrouvés à des endroits où ils auraient pu dire des choses, où ils auraient pu faire changer certaines choses. Je me demande qu'est-ce qu'ils ont fait. D'accord. Ils l'ont dit, et vous aussi vous avez écrit, bon, peut-être c'est pas dans le même contexte, en parlant de ce bateau dans la tourmente, et eux, ils parlent de tout ce qu'ils auraient pu faire, ou qu'ils ont fait, ou qu'ils ont proposé, et qui n'a pas été suivi. Ça, c'est la littérature pour ce qui concerne le RDPC. Avec vous, Thomas Atenga, il faut quand même revenir dans le contexte actuel de ces appels à candidature. Vous en avez entendu parler. Comment vous analysez cela? Comme je crois que je l'ai dit déjà précédemment, je pense que le projet politique du RDPC aujourd'hui se résume à Biya doit rester au pouvoir. Or, ça ne peut constituer un projet politique. Après Biya, parce qu'il y aura un après, désolé pour ces militants, il y aura un après. Donc le Cameroun doit continuer. Avant, il y avait le Cameroun. Pendant, lui, il y a le Cameroun. Après, le Cameroun doit continuer. Et qu'il est temps, il me semble, pour ce parti de se dire qu'ils font partie du Cameroun qui va continuer après lui. Et que c'est désespérant de voir à quel point des gens, après avoir fabriqué des bantoustans, de la ségrégation sociale, aujourd'hui participent de ce qu'on appelle le chien à côté de la mangeoire. Vous savez, quand un chien, même quand il a bien mangé, il se couche à côté
de sa mangeoire pour que, même en étant déjà répu, pour que personne d'autre n'approche. En sciences politiques, ça s'appelle le syndrome du chien à côté de la mangeoire. Le RDPC aujourd'hui n'a plus de projet politique, mais fait bloc, fait un cordon de défense pour continuer à garder, à sécuriser ce qui a été pendant 31 ans sa vache à lait, et à savoir les ressources produites par tous les Camerounais. D'accord. Abdoulaye Ado, vous allez peut-être revêtir votre casquette de militant d'un parti politique qui a adhéré totalement à ces appels à candidature. Pourquoi? Oui, simplement parce que le comité exécutif national de l'ANDPC réuni a donc évalué la situation sécuritaire du Cameroun au vu de ce qui se passait à l'extrême nord, de ce qui se passe à l'extrême nord et également un peu dans la Damawa et à l'est. On s'est dit que avec la riposte intrépide apportée par le président de la République sur ces questions de sécurité, l'ANDP ne peut que le soutenir s'il est candidat à l'élection présidentielle. Donc, voici pourquoi on n'a même pas hésité un seul instant de soutenir la candidature du président de la République pour l'élection présidentielle prochaine. Xavier Messier, vous avez le quotidien Mutation, comme les autres presses, rendent compte globalement avec un calendrier très serré de ces appels qui arrivent tout le temps. C'est une émanation, on va dire, populaire au vu du nombre de personnes qui signent ces appels. Vous savez, nous rendons compte, comme vous le dites, nous rendons compte régulièrement quand il y a des appels, nous les localisons, nous ne publions pas certainement la liste de tous ceux qui sont des signataires des appels, mais nous nous rendons compte pour ce qui est de l'essentiel. C'est normal parce que ça fait partie de l'information. Mais nous ne rendons pas compte parce que nous savons que c'est une émanation populaire. Non, le RDPC a des têtes pensantes. Et lorsque le RDPC a élaboré un programme, il le répercute au niveau régional, au niveau de ses cellules, au niveau de ses comités de base, de ses sections, pour qu'il y ait cette grande mouvance-là. Ce que nous pensons à travers ces actes, c'est qu'un parti d'abord au pouvoir doit tout faire pour le conserver. Ça, c'est tout à fait normal. N'attendez pas que le RDPC déroule un tapis rouge pour qu'on vienne lui arracher le pouvoir demain. Mais la seule chose que nous déplorons, c'est que ceux qui sont au niveau de la conception de ce message, qui veulent conserver le pouvoir, pensent que le président est immortel, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent, et il ne voit pas, il ne pense pas à la relève. Il devrait concocter quelques petites recettes pour la relève. Mais faut-il que cela vienne du sommet? Tant que le sommet n'a pas donné le tempo, ils ne peuvent que continuer d'agir dans ce sens-là. Monsieur le ministre, vous avez signé un appel à candidature, vous aussi? Pas encore. Pourquoi? Mais je soutiens le président Biya. Et pourquoi vous ne l'appelez pas être candidat? Mais écoutez, vous voulez mon point de vue personnel? Bien sûr. Ben, mon point de vue personnel est tout simplement que en 2018 sont prévues les élections présidentielles et que le président Biya, qui est le président national de mon parti, qui sera certainement réélu président national au congrès de septembre, sera candidat. Donc, je vois toute la vitalité qui s'exprime. Il y en a peut-être qui sont pressés, qui veulent voir ça plus tôt, mais c'est normal. C'est aussi ça la liberté qui nous est offerte. Donc, je n'ai pas besoin d'aller me discuter pour signer un papier ou pour ne pas le signer. Et ceux qui signent ont demandé justement un projet de modification de la Constitution. Quand est-ce qu'il arrive à l'Assemblée, monsieur le ministre? Parce qu'ils ont demandé, il faut qu'il arrive. C'est la clameur populaire. Vous écoutez le peuple, non? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est de quoi, monsieur? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de quoi? Si c'est eux le peuple, or ce n'est pas ce que je lis dans la presse. On dit que c'est le RDPC. Oui. Est-ce que le RDPC représente tout le peuple camerounais? Donc, vous attendez que tout le peuple camerounais se joigne aux militants du RDPC? Vous voulez m'entraîner dans une affaire qui est... Non, moi je suis content que les militants se soient exprimés. Ils ont montré qu'ils veulent voir leur leader se maintenir, mais ce que nous devons tous savoir autant que nous sommes, parce que j'ai vu certains qui vont contre cette volonté ou qui s'expriment allant même jusqu'à
proposé au président de ne pas se présenter. Mais l'engagement politique est d'abord un engagement très fort qui commence par un engagement personnel. C'est un engagement très fort. Et aujourd'hui, le président Biya assume son engagement politique. Il l'assume bien. Il a toutes ses forces. Les élections, c'est en 2018. C'est comme ça que moi je raisonne. Donc le calendrier doit être maintenu. Je pense que, à mon avis, on n'a pas à se précipiter. Je le dis, mais nous sommes pour que le président Biya se fasse réélire. Mais ceci n'a rien à voir avec ce que dit le professeur en disant que nous pensons que le président est éternel ou qu'il ne doit pas... Non, là, le problème, ce que je voudrais dire, c'est que le problème de la succession du président Biya, que ce soit à la tête du pays, que ce soit à la tête du RDPC, est un problème qui est réglé. Pourquoi on doit embêter la République à tout moment pour ça? Les textes règlent ce problème et le règlent très bien. Donc, il faut seulement que les gens acceptent d'appliquer les textes qui régissent et le pays et les différents partis politiques. Au Cameroun, il n'y a pas que le RDPC. Pourquoi les médias ou alors certains donneurs de leçons s'érigent à dire non, tout sauf bien? Vous avez vu la marche en Gandéré? Quelqu'un organise une marche à travers le pays, tout sauf Biya. Mais c'est ça son programme politique. Et c'est un parti politique, tout sauf Biya. C'est un programme politique, ça. Vous critiquez le nôtre. Donc lui, son problème, c'est tout sauf Biya. Mais son propre parti, que propose-t-il? Je ne peux pas en parler avec vous aussi parce qu'il n'est pas là. Je voulais rapidement dire... Mais j'ai vu ça sur votre chaîne. J'ai vu ça sur votre chaîne. Les textes existent, mais ils sont très mauvais. Nous sommes aujourd'hui un des rares États contemporains qui laisse l'entièreté du pouvoir entre les mains d'un seul individu. C'est-à-dire que le Cameroun, les textes ont besoin d'évoluer là-dessus. On ne peut plus continuer, là, en plein XXIe siècle, à avoir un régime aussi présidentialiste qui en fait un impérium absolu. Ça n'existe plus dans aucun pays. On voit ce que Macky Sall a fait au Sénégal, on voit ce qui s'est fait au Bénin, etc., etc. Apprenons aussi, pour être au rythme de ce qui se fait dans le monde, pour notre jeunesse, qui fait 73% de la population, c'est-à-dire les moins de 30 ans. Je ne peux pas vous laisser dire que le président Biya a l'entièreté du pouvoir. Non, il y a une séparation de pouvoir. Il y a un pouvoir judiciaire. Mais comment je vous apprends des choses? Nos textes sont très clairs là-dessus. Mais à l'épreuve de la réalité, est-ce que les pouvoirs sont séparés, monsieur? Mais vous avez plein de décisions que le président ne peut pas prendre sans avoir consulté l'Assemblée nationale, qui doit lui répondre par écrit. Et tant qu'il n'a pas cet écrit, il ne peut rien faire. De la même façon, il doit consulter la justice ou le Sénat tant qu'il n'a pas une réponse écrite. C'est nos textes qui prévoient tout ça. D'accord. Alors, en évoluant... Allez le lire quand même. Il faut lire ces textes. Mais il faut lire ces textes et ils sont appliqués. Abdoulaye Ado, est-ce que le parti peut survivre à son actuel chef, tel que vous le regardez fonctionner? Honnêtement, je crois non. Non, pourquoi? Parce que le RDPC est plein. Certains disent même qu'il est obèse. Et en vérité, c'est le président Paul Biya qui réussit à maintenir tout le monde. Parce que quand on voit les renouvellements, pour la première fois dans les renouvellements du RDPC, il y a eu mort d'homme dans le Mungo. Je ne sais pas si vous voyez la gravité de l'adversité. Ça veut donc dire quoi? Les gens, par opportunisme, sont ensemble. Au moment où celui qui fait la cohésion n'est plus là, les velléités vont être là sur la table et que les plus forts, s'ils ne prennent pas le parti, du moins les autres vont partir. Ça, c'est clair. Donc, moi, je me dis que c'est difficile et tel que le président du parti a marqué le parti depuis sa création, c'est lui. Ça veut dire, de mon point de vue, c'est difficile qu'il résiste. Xavier Messé? Vous répondrez tout à l'heure, monsieur le ministre. Abdoulaye a tout dit. Vous savez, le parti, le RDPC et son fondateur sont une seule et même personne. La centralisation du pouvoir, la centralisation des décisions au sein du RDPC a fait d'un individu le pivot, le seul point central. Et cela entrevoit immédiatement un éclatement.
Vous avez vu, à une époque, nous avons parlé ici au début de cette émission des progressistes, des novateurs. Vous avez vu ce qu'ils sont devenus. Ils ont été laminés, broyés, aussitôt on n'en parle même plus. Et la centralisation du pouvoir, lorsque vous ne créez pas un pouvoir en mettant des balises de succession, les balises de remplacement, immédiatement, il y a implosion lorsque la personne sur qui repose tout n'est pas en mesure de continuer de rester là. C'est ce qui risque d'arriver malheureusement au RDPC. Bon, est-ce que c'est fait à dessein? Est-ce que c'est fait involontairement? Nous pensons que ce n'est pas fait involontairement. Et le risque que nous courons, c'est que s'il y a implosion au sein du RDPC, c'est le pays entier qui va en pâtir. Raison pour laquelle, lorsque nous parlons du RDPC, nous sommes exigeants, contrairement à ce que le secrétaire général du RDPC peut penser. Nous sommes exigeants parce que nous savons le poids que ce parti assure le fonctionnement de l'État. Et s'il y a des fissures, s'il y a un dysfonctionnement, c'est tout le Cameroun qui va prendre un coup. D'accord, c'est compris. Monsieur le ministre, sur la même question, ils vous prédisent tous une mort. Mais je suis très touché par toute l'attention qu'ils nous donnent. Je suis très touché par cette peur qu'ils ont pour le RDPC. J'aimerais qu'ils essaient aussi d'avoir un peu plus d'attention pour les autres partis du Cameroun. Vous verrez cette attention dans les Je suis vraiment très touché. Il me donne l'impression d'être très inquiet pour nous, qu'ils sont même très préoccupés. Est-ce que le RDPC va survivre, monsieur le secrétaire général adjoint? Répondez, s'il vous plaît. Je voudrais d'abord dire qu'il n'y a pas eu mort d'homme dans le Mongo à cause des élections. Merci de corriger. Ensuite, je voudrais dire que le RDPC, non seulement doit survivre, mais va survivre. Sauf si ceux qui sont héritiers au moment où le président Biya s'en va, je n'en fais certainement pas partie, sauf si ceux-là deviennent fous. C'est cette folie qui peut faire que le RDPC ne survive pas. Les textes sont clairs. L'organisation est solide. Et le président Biya est un grand homme qui a bâti cette organisation au jour le jour. Normalement, cette organisation doit lui survivre. C'est cela aussi la grandeur des grands hommes. Donc pour moi, je n'ai aucune inquiétude. Les combats de pouvoir sont ce qu'ils sont. Il faudra seulement que les gens ne deviennent pas fous et sortent les machettes et les armes. Mais si nous restons dans le cadre d'un parti politique, respectant les textes, il n'y aura aucun problème. De la même façon, au niveau de l'État, en tant que président de la République, le jour où il décidera de partir, ou le jour où la nature en décidera, il faut que les gens... L'alternance est déjà préparée. L'alternance, elle est là, elle est prévue. On ne peut pas faire comme si c'est quelque chose dont on ne peut pas parler. C'est un peu l'impression que vous voulez donner qu'au RDPC, on ne peut pas parler d'alternance, on a peur, on a si... Non. Thomas Tenga, quand vous observez ce parti, son fonctionnement et le poids de son chef, vous en avez parlé tout à l'heure, les pistes d'alternance, c'est quoi? Piste d'alternance, c'est pas. C'est qu'on sait que l'histoire des idées et même l'évolution du monde nous enseigne, c'est que les partis naissent et meurent. Par contre, ce qui transcende tout individu, tout citoyen, c'est son territoire, c'est sa patrie. Donc ce qui nous dépasse, tout ce qui doit survivre, c'est le Cameroun. Le sort du RDP, c'est une entité comme une autre qui nous a fait tant de mal en 31 ans, mais c'est une entité qui a une vie qui arrive à son périgée. Et donc, je pense que la question de son sort est réglée par le système même du RDPC. L'aïdioïsme est un système, la biacrature est un système qui va prendre fin, mais ce qui nous transcende et qui nous dépasse, c'est le Cameroun. Et c'est à ça que nous devons penser, y compris les gens du RDPC, tant qu'ils sont encore en vie, évidemment. Proposition, je commence par vous, Xavier Messé, puisqu'on est à 5 minutes de la fin de cette émission. Si vous avez des choses à dire au RDPC, c'est quoi? Mais je vais dire au RDPC que la manière dont il gère l'intégration des femmes et des jeunes au sein de son parti est caduque. Il ne faudrait plus qu'on marginalise les femmes, même quand la représentation des femmes au niveau du pourcentage est peut-être réel, mais on ne voit pas aujourd'hui dans cette modernité la place d'un mouvement, organisation des femmes du RDPC. Les femmes
sont des êtres comme tout le monde, on devrait supprimer. Il faut supprimer cette histoire-là, c'est-à-dire l'organisation des femmes du RDPC. Bon, il faut supprimer. Les jeunes encore peuvent rester là-bas parce qu'ils ont une évolution. La femme, à un certain moment, n'a plus d'évolution. Elle est au même titre que l'homme, elle doit réfléchir, participer aux décisions, prises des décisions comme l'homme. Cette marginalisation, aujourd'hui, 31 ans du RDPC, dans la modernité, ça n'a plus de place. C'est la première suggestion. Enfin, c'est l'unique suggestion que je fais de supprimer l'OFDP. Comment vous appelez l'OFRDPC. Voilà. Vous voyez que c'est même difficile à prononcer. Voilà. Moi, s'il y a donc une suggestion, c'est par rapport aux relations avec les alliés. Bien sûr. Parce que le RDPC, du moins à certains niveaux, au niveau de la base, vous vous rappelez, il y a eu les élections, les municipales, où l'ANDP a gagné la mairie de Pété. Malheureusement, l'unique mairie que l'allié du RDPC a gagné, ils ont tout fait pour annuler, aller recommencer l'élection, où il y a eu 11 ministres originaires de l'extrême nord, sont allés pour combattre l'allié du RDPC, qui a pu avoir une mairie. Donc, à ce niveau-là, quand même, si on partage le pouvoir avec vous, c'est le minimum. On ne peut pas rompre l'alliance, mais il faut qu'on dise ce qui nous fait mal. Si on est allié, on ne demande pas de faveur. Mais là où on réussit à gagner, qu'on ne fasse pas tout pour arracher le peu qu'on peut avoir. D'accord, respectez vos alliés. Thomas Atenga. Oui, disons, enfin, tout ce qu'on souhaite, c'est que le RDPC n'entraîne pas ce pays par sa gourmandise politique à l'implosion. Nous avons encore tous en souvenir février 2008 qui était une espèce de répétition générale de ce qui peut se passer quand un parti est dans l'ivresse du pouvoir. Et donc je pense qu'une des réformes attendues de ce parti, c'est de considérer que c'est un parti à l'intérieur du Cameroun et qu'ils ne sont pas seuls. Nous sommes plus de 20 millions, ils doivent en tenir compte, y compris de leurs alliés, comme le disait Abdoulaye Ado. D'accord, merci. Alors, monsieur le secrétaire général John, je vais terminer par vous. Vous avez reçu toutes ces suggestions. Qu'est-ce que vous en faites? J'ai pris bonne note de toutes ces suggestions et je me sens très heureux d'avoir en face de moi monsieur le chef de département de la communication de l'université de Douala, qui a dit tout ce que vous avez entendu contre le RDPC, contre son gouvernement, et qui a certainement été nommé. C'est pas des menaces, monsieur le ministre. Non, attendez, pas du tout. Je constate, qui a été certainement nommé parce qu'un ministre du RDPC a fait la proposition au Premier ministre du RDPC et que le président du RDPC a accepté. Il y aura des représailles. Non, je voudrais dire que c'est la preuve que nous composons avec des courants de pensée, avec des courants qui pensent autrement que nous. L'enseignement universitaire est une position libérale. Je me réjouis. Non, vous êtes nombreux comme ça. Vous êtes nombreux comme ça. La pensée reste la pensée. Et nous avons besoin de vous. C'est une image de liberté d'expression. Je voudrais seulement illustrer ce par quoi on a à peu près commencé. La liberté d'expression et la collaboration avec toutes les compétences. C'est ce que je voudrais dire. Donc, moi, je me réjouis, j'ai pris très bonne note de ces suggestions et j'ai été très heureux de retrouver quelqu'un que j'avais certainement lu dans le Messager et il apporte des idées nouvelles et c'est à nous de rester ou de ne pas rester à l'écoute. Donc, moi, je crois que ce que nous devons le plus faire aujourd'hui encore, nous, au RDPC, et que vous avez certainement exprimé de diverses façons, c'est de bien écouter, de bien appréhender la colère de certains Camerounais, de savoir ce que nous pouvons en faire. Nous ne sommes pas un parti-État, j'ai entendu ça ici, et nous souhaitons condamner la violence sous toutes les formes, parce que la violence, ce n'est pas une bonne chose. Nous avons eu nos 31 ans d'existence, nous espérons faire de quelque chose tout ce que les gens ont dit sur nous. On va essayer d'y réfléchir avec les structures qui sont en place et je voudrais terminer. Et l'an 32 verra peut-être des choses différentes.
peut-être des choses différentes. Et nous serons peut-être encore là pour en parler. Ben, merci d'avoir accepté notre invitation. Xavier Messier, merci à vous, Abdoulaye Ado, professeur Atenga, merci d'être venu de Douala. Nous essayons d'avoir des régimes pour être moins obèses. Merci à la CRTV pour les images d'archives pour ce reportage de la semaine réalisé par Rodrigue Tongué. Merci à vous de nous avoir regardé une fois de plus. À dimanche prochain et nous espérons avec d'autres invités pour d'autres thématiques. Bon dimanche de Pâques d'ailleurs sur l'ensemble du territoire du Cameroun et tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Au revoir. Merci. Merci.